Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au show, l'émission qui babouline les films à la sortie. Salut Thierry. C'est moi, c'est babouliné. Non, enlève ça. Salut. Alors, on n'est pas en vidéo, mais c'est vrai que tu es celui de l'équipe qui se rapproche le plus de Vin Diesel. Ouais. Enfin, un Vin Diesel vieux, bedonnant. En fait, un Vin Diesel, tu sais, qui aurait fait du travail pour rentrer dans un rôle, quoi. Si on lui disait, vas-y, je sais pas, moi, joue Donald Trump. Mon Dieu, Ou joue Casimir le film, tu vois. tu es un Vin Diesel de film d'auteur, oh là là. Ouais, voilà. En même temps, tu vois, au moins, c'est flatteur, quoi. Je suis Vin Diesel de film d'auteur. J'ai pas le physique, j'ai pas le talent, tout va bien. Vin Dis-moi, Diesel je chez s'appelle Carver et Groot, Delépine, pour en fait. Je s'appelle Groot. Oh mon Dieu. C'est quoi cet accent russe? Je t'offre le Gérard tout de suite. Mais c'est pour la version russe, c'est ça. On prend tous les marchés. Putain, ça fait 30 secondes, j'en peux déjà plus. Nous avons notre Vin Diesel, nous avons aussi notre ami extraordinaire, Yassa. Hello. Et enfin, pour que les clips soient complètes, il nous manque celui qui était enfermé dans une salle et qui a demandé l'intégrale de Romer restaurée 4K. Eli, salut Eli. Salut. J'ai toujours pas eu mon intégral Romer d'ailleurs. Et oui, on peut pas tout avoir, on n'est pas dans The Room. Aujourd'hui, une émission un peu exceptionnelle, depuis le confinement en fait, depuis la fermeture des ciné, toutes les émissions sont exceptionnelles. Ici, on va pas parler d'une plateforme en particulier, on va parler de films qui auraient dû sortir en salle et qui sont sortis directement en ligne, en disant C'est bon, je me casse. à la chronologie des médias. Donc aujourd'hui, on allait parler de ces films qui ne sortent pas en ciné et qui donc vont sortir directement en VOD. Donc vous savez ces films là, quand vous prenez le métro, le bus, les transports, vous voyez des affichages comme ça, bientôt au cinéma, hein, comme Fort ou Pinocchio ou d'autres. Et en fait, non, ils sortiront jamais. Ils sont allés directement en ligne. Non, les cinémas sont fermés et donc il a fallu être pragmatique et tirer du pognon quand il fallait. Donc nous verrons aujourd'hui, parmi ces films malheureux, on va commencer dans le voisinage, tranquillement, avec l'extraordinaire Mr. Roger. Voilà, t'as raison, on va se chauffer comme des diesels pour le dernier film. Avec Tom Hanks, voilà. Ensuite, on ira dans la chambre, dans The Room, avec Olga Kurylenko. Et enfin, on fera tout péter avec Bloodshot et Vin Diesel. C'est un beau programme, ma foi. Alors pourquoi ces films ne sont pas sortis? Tout simplement parce que le Covid a frappé, que les salles de cinéma sont fermées, et que plutôt que rester enfermés, d'une part dans la chronologie des médias, et d'autre part pour amortir et limiter la casse, ces films sont sortis directement en VOD ou en ligne sur des plateformes SVOD. C'est le cas des deux films Sony dont on va parler d'ailleurs, parce que on n'a pas fait exprès, mais on a deux films Sony qui ont eu la même stratégie, Mr. Roger et Bloodshot. C'est vraiment la thèse et l'antithèse quand même. Ouais, c'est comme quoi le même studio, la même boîte de prod peut sortir les mêmes choses avec la même stratégie. Alors, ils devaient sortir en salle et puis les films ont fermé. Ensuite, donc aux alentours de leur date de sortie prévue, ils sont sortis en VOD, c'est-à-dire qu'on pouvait payer à l'acte, à l'achat pour les louer. Et le mois suivant, ils étaient sur Amazon Prime. Ouais, donc on a une pensée pour tous ceux qui ont loué Bloodshot ou Mr. Roger et qu'une semaine après s'est retrouvé sur Amazon. Même si le film s'était pas retrouvé sur Amazon, une pensée pour tous les gens qui ont loué Bloodshot de manière générale, je pense. Et encore, bon là, en France, c'était à des prix, c'était quand même cher, c'est 12 balles ou 14 balles suivant les plateformes. Et donc le prix d'une place de ciné, aux États-Unis, c'était $20 la location. What? Sérieux? Ouais. Je pense que si on collecte tout l'argent qui a été dépensé pour louer Bloodshot, on peut peut-être trouver un vaccin contre le coronavirus. C'est très probable. Je suis pas sûr. J'espère qu'il n'y a pas eu assez de couillons pour amortir ce film quand même. T'es quand même en train d'espérer que le film a marché, Eli, indirectement. Mais je crois qu'on est en train de spoiler notre avis sur le film. Petit avis aussi, c'est là qu'on voit que ça sert à quelque chose. L'exemple de ces deux films là qui sortent en VOD et puis le mois suivant passent directement sur Amazon où il suffit de s'abonner et l'abonnement est au prix de la location du film. Donc c'est assez c'est curieux du coup comme système économique pour pas dire autre chose. C'est là qu'on voit que finalement la chronologie des médias c'est pas si mal que ça pour éviter ce genre de cynisme mercantile. Parce qu'on le rappelle, la dernière fois on avait une émission il y a pas si longtemps avec nos amis Big Gasson et Budakim, on est passé très très vite sur la chronologie des médias et c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément à quoi ça sert. Et souvent on entend la chronologie des médias, on peut pas avoir nos films sur Netflix, c'est dégueulasse. Professeur Thomas! C'est gagné!
Bah, la chronologie des médias, on en avait surtout entendu parler et en négatif et pas forcément du coup avec des propos avérés et justes. Quand il y a eu toutes les affaires à Cannes aussi, et ça fait du coup 2 ans que ça dure. Le côté, si un film sort directement en VOD, par exemple les films Netflix, vu qu'ils ne participent pas à la chronologie des médias ils ne sont pas inclus dedans, ils ont pas le droit d'être en compète en festival. Il y avait eu aussi tout ça. Je pense que c'est à partir de là que tout à coup, les gens se sont mis à se réveiller et à comprendre qu'il y avait un truc qui s'appelle la chronologie des médias, quoi. C'est ça. Alors la chronologie des médias, c'est quelque chose pour protéger les salles de cinéma, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est apparu avec la télévision, parce qu'on s'est aperçu qu'avec la télé, les gens allaient moins au cinoche, parce qu'ils voyaient les films à la télé. Et puis ça a évolué quand même avec le temps. Avant c'était imposé par la loi, maintenant c'est un accord interprofessionnel, donc c'est quand même, ce sont les professionnels du métier qui se mettent d'accord sur cette chronologie. Actuellement, la chronologie, c'est... Alors, il y a une exception pour les films qui ont fait un flop, qui ont fait peu d'entrées, moins de 100 000 entrées en 4 semaines. Mais en gros, il faut attendre 4 mois pour une sortie en VOD ou à la location ou en DVD. Il faut attendre 8 mois pour passer à la télé payante, genre Canal, OCS, et qui ont un accord. Ils sont vertueux, c'est-à-dire qu'ils financent le cinéma français et ils ont un accord avec les organismes du cinéma. Après, il faut attendre 17 mois, donc déjà 1 an et demi à peu près, pour passer sur les TV payantes de ciné. Il faut attendre presque 2 ans, 22 mois, pour passer sur la télé. Voilà, pour passer à la télé gratuite. Donc c'était TF1, France Télé, M6, mais qui eux-mêmes financent la création française. Ils ont un pourcentage qui est imposé par la loi pour rentrer dans ce cadre-là. Après encore 30 mois, c'est-à-dire 6 mois, encore 8 mois plus tard, c'est la SVOD abonnée, donc qui sont pas vertueuses. Donc elles ont pas les contraintes de financement que pourrait avoir Canal ou OCS par exemple, mais qui quand même ont des accords. Et enfin, 3 ans après, 36 mois après, c'est les plateformes de SVOD, donc les Netflix, les Amazon, tout ça, qui en ont rien à battre et qui n'ont pas d'accord, qui sont un peu, comme ils financent pas spécialement, c'est pas qu'ils financent pas, c'est que ils rentrent pas dans les accords, ils veulent faire leur bise avec leurs règles à eux, ils sont pénalisés entre guillemets. Il faut attendre 3 ans. Et encore, il y a un dernier, il y a 44 mois pour la VOD gratuite, les YouTube et compagnie, là, c'est un cas marginal, c'est pas trop ça. Donc on peut comprendre que des Netflix ou des Amazon préfèrent sortir directement les films chez eux plutôt qu'en salle, parce que comme ça, ils les ont sur leur plateforme, puisqu'ils les ont financés. Et on comprend que certaines personnes soient énervées d'attendre, surtout les personnes qui sont pas dans les grandes villes, dans les grands centres-villes, qui n'ont pas tous les films, qui n'ont pas l'offre la plus large de cinéma, et donc qui doivent attendre que les films sortent en DVD au mieux ou en VOD pour pouvoir en profiter. C'est vrai que si on habite à la campagne ou autre et qu'on n'a pas forcément de salle de ciné, ou même dans une ville moyenne. Moi, je me souviens quand j'habitais à Béziers, pour avoir des films un peu indépendants qui sortent des grandes sorties, c'était très compliqué d'avoir quelque chose. Donc, alors après, ça reste un peu ironique malgré tout, parce que quand tu constates, alors il y a évidemment le cas que tu me dis où toi tu voulais voir des films indépendants, mais c'est vrai qu'il y a aussi en grande majorité les gens qui se plaignent de la chronologie des médias, c'est vraiment à 95%. Parce qu'ils veulent voir Star Wars, parce qu'ils veulent voir Avengers, c'est tout le temps que sur des gros films qu'ils ont vus en salle, parce que même quand t'habites dans des villes de capacité réduite ou en campagne, ces films-là, tu les as. Ils se battent, le souhait en général est que sur ces gros blockbusters, et c'est un caprice de fans plus qu'autre chose, et c'est malheureux parce qu'ils veulent pas le comprendre du coup le principe du système, ils veulent juste cracher dessus gratuitement. Et si c'était pour des films plus, je vais pas dire intéressants, mais plus rares qu'ils n'avaient pas en salle ou quoi que ce soit, je comprendrais que ça agace, mais c'est vraiment pas le cas. Mais il faut dire qu'aussi le système, il est pas très clair, il est pas accessible au large public, il faut vraiment creuser. Et tu tapes chronologie des médias, c'est assez simple quand même comme calendrier. Déjà regarde comment t'as galéré à expliquer quand même. Ça prend du temps. Il y a des. Disons que là, j'ai expliqué à l'oral ce qui se montre facilement sur un tableau en fait. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, va expliquer qu'il y a un bénéfice derrière pour le cinéma français et les productions françaises, quoi. Ça permet de financer les salles de ciné. Moi, franchement, je suis plus content. Je préfère aller voir un film sur grand écran que sur mon écran d'ordinateur, parce que moi je suis pas équipé personnellement, et c'est vrai que mais pour de nombreux films, parce que quand même il faut payer la place, et alors moi j'ai de la chance, là en ce moment j'habite à Paris, donc j'ai un abonnement, j'ai de la chance, je suis pas dans une ville où je suis obligé de payer à la place, et c'est vrai que si j'avais un film à la fois sur un écran de cinéma où je devrais payer 10 balles par exemple, ou 8 balles pour ma place de ciné, et le choix avec ce même film que je peux avoir chez moi sans bouger, peut-être dans des conditions moindres avec juste un abonnement, peut-être que je paierai pas pour aller voir ce film et que j'en profiterai pas. Et peut-être que même que je le verrai pas du tout d'ailleurs, parce que je ferai pas l'effort peut-être de le voir.
Non, C'est mais vrai c'est sûr que de toute façon, pour des films en tout cas, parce que ouais, pareil, moi j'avais des potes qui m'avaient fait la réflexion, et eux, pour les coups, je les comprends. Ils habitent en campagne, ils adorent les films de genre qui sont distribués, allez, grand maximum dans 4 salles en France, dont 3 sont à Paris, ce qui du coup est très compliqué. Et eux, ouais, ça les fait chier de se dire qu'ils vont devoir attendre parce que va pas y avoir de marché DVD pour ces films-là. Il va falloir aller sur des plateformes, des fois changer de plateforme parce que ça va pas être celle qu'ils ont. Et là, ouais, c'est compliqué. Et là, en effet, il y a du temps d'attente. Mais après, je pense qu'avec la masse de films qui sont proposés à longueur de semaine, on peut se permettre d'attendre 36 mois, ouais. On peut se permettre d'attendre 36 mois si on n'a pas envie d'acheter le film pour le posséder. On peut attendre 3 ans pour revoir un blockbuster qu'on a kiffé en salle parce qu'en 3 ans, on va aller voir plein d'autres choses et on nous en propose plein à la semaine, que ce soit à la maison, sur les plateformes, ciné. Enfin, ça va, il y a du contenu, quoi. Oui, et puis ça permet aussi au film d'exister. C'est-à-dire qu'un film aussi, beaucoup de films existent grâce à la salle. C'est-à-dire que on va remarquer un engouement en salle, on va remarquer les salles de cinéma pleines. Par contre, c'est très compliqué de mesurer l'engouement pour un film téléchargé sur différentes plateformes ou autres. Bien sûr. C'est ce qui permet de mesurer. Alors, il y a les bons et les mauvais exemples, entre guillemets, même s'il n'y a pas de... C'est très subjectif, comme on va dire, mais c'est ce qui permet de mesurer le succès d'un film comme Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, parce qu'on a vu les gens faire la queue devant la salle, mais ça permet aussi de voir le succès d'un film comme Parasite. Un film comme Parasite, si on n'avait pas vu les gens faire la queue pour Parasite, et si on n'avait pas vu le succès de ce film en salle, eh ben ça serait resté une des multiples palmes d'or dont on aurait parlé 15 jours après le Festival de Cannes et qu'on aurait oublié ensuite. Je pensais à un truc, je me disais, est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'on a plus de mal à accéder aux chiffres des plateformes qu'aux chiffres des entrées en salle, en fait? Il y a ça aussi qui joue. On n'a même pas accès aux chiffres des plateformes. Enfin, Oui, quasi non, pas. mais c'est ça. Voilà, C'est c'est opaque. très- ouais, exactement, voilà. On sait pas ce qui rentre en compte, comment Netflix, les ils ont donné comptages des sont chiffres faits. pour des trucs genre Bird Box, mais on n'a aucun moyen de vérifier si c'est vrai. Ils avaient dit que ça avait fait C'est ça. l'équivalent de, je sais plus combien d'entrées, mais un truc faramineux. Enfin, c'est colossal et c'est peut-être vrai. Et en plus, il y a le temps de visionnage effectif. Enfin, il y a plein de données qu'on peut pas. Bah voilà, Oui, c'est voilà, surtout c'est ça. combien de temps de visionnage, hein, parce que tu vas pas me faire croire que Bird Box, l'intégralité des gens qui ont regardé l'ont regardé Mais voilà, en entier, c'est impossible. C'est ça. Enfin, c'est beaucoup trop compliqué à quantifier de toute façon le visionnage numérique. Donc, Et puis, on sait aussi que ceux qui profiteraient de l'abandon de la chronologie Médénia, ça serait les gros de toute façon. Ça serait les grosses enseignes de salles de ciné, et ça serait les gros studios avec leurs grosses armadas. Parce qu'ils squatteraient les grosses salles, donc ils auraient assez d'entrées pour être à peu près rentables, alors que les petits, qui déjà, même avec ce système de protection, survivent un peu comme ils peuvent, donc si on leur coupe ça les empêche de vivre. Comme ce sont la plupart du temps des petites salles qui passent les petits films, entre guillemets, parce que ils sont obligés de jouer à côté, parce que les grosses affiches sont squattées par les gros. À la fin, si jamais on supprime ça, ce sont ceux qui ont le plus de pouvoir, le force de frappe de communication, qui l'emporteraient. Donc ceux qui peuvent mettre un budget communication, et ce seraient les gros studios qui s'en sortiraient. Donc effectivement, si on aime Marvel et Disney, c'est super de supprimer la chronologie des médias, mais si on voudrait regarder on veut voir autre chose. Oui. Autant la garder. C'est vraiment la mort de la diversité au cinéma. Et d'autant qu'en plus, en France, on peut se targuer d'avoir en salle une diversité assez folle. Peut-être dans le monde, je sais pas si beaucoup de pays peuvent rivaliser avec nous sur l'offre générale. On propose quand même, bon, pas dans toutes les villes, bien sûr. Dans les grandes villes, il y a beaucoup plus de choix, mais tu peux vraiment avoir accès à du cinéma de toute contrée, de quasiment tout ce qui peut sortir en fait. Et ça, c'est quand même vachement un avantage. Je pense que à l'étranger, dans d'autres pays, il y a suffisamment de films qui sortent, c'est juste qu'on n'en entend pas parler parce que comme eux n'entendent pas parler des films français que nous on voit, quoi. C'est-à-dire que ça reste cantonné au pays. Oui. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de Alors, diversité. pour mettre... on s'était renseigné parce qu'on avait vu avec Thomas au festival du film coréen. On avait vu justement un film là-dessus sur les Coréens qui avaient fait des manifestations parce qu'ils ont un système de quotas là-bas. Et alors eux, c'est plus pour la préservation de leur propre cinéma, enfin comme nous avec la chronologie des médias. Hein. Mais c'est non, sauf que je veux dire, là on parlait de distribution. Eux, c'est plus dans la distribution en fait le quota où il doit y avoir une majorité de films coréens proposés et après le reste. Et du coup, je m'étais renseigné et visiblement. Alors la Corée c'est en train de se casser la gueule méchamment parce que visiblement Disney a passé des accords avec des gros billets et a diffusé, c'était la Reine des Neiges qui avait posé polémique, ils ont refait des manifs là-bas. Mais quand je m'étais renseigné, visiblement avec la Corée, nous sommes les 2 seuls pays à avoir un système de protection du cinéma de patrimoine. Du cinéma, ouais. Voilà, c'est compliqué.
Bah, du coup, la Corée fait des chefs-d'œuvre et nous, on fait... Des très bons films aussi. On fait des très bonnes choses Restons. aussi, et heureusement. Restons. Mais la Corée fait aussi des centaines de navets, t'inquiète pas, si Oui, on voyait tout ce heureusement, qui on les voit sortait. pas hein. tous, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. Non, voilà, mais après je dis peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a d'autres systèmes, mais en tout cas de ce que j'avais vu quand je m'étais renseigné un petit peu, il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de pays qui protègent énormément leur cinéma et qui s'en foutent. Le cinéma de toute façon c'est considéré comme une industrie et un business partout, et en France on a la chance de pas avoir cette considération totale là-dessus quoi. Donc oui en effet. Après voilà, sur la chronologie des médias, ce qu'on disait, moi je trouve ça un petit peu bâtard quand ça influe sur les sélections de festivals, parce que je considère que on devrait juger des œuvres et pas des œuvres si forcément en salle, si les œuvres sont très bonnes. Mais d'un autre côté, voilà, pour ce qui est justement du marché de la VOD et de tout ça, oui, ça reste quelque chose d'essentiel parce que, en effet, comme tu le dis, ça finance quand même le cinéma français et on en a besoin, quoi. Bah ouais, ça finance la création et ça finance les petits. Bah d'autant quand tu vois, là, je sais plus où j'avais vu ça, t'as encore un auteur français qui veut faire du cinéma de genre, qui veut faire de l'horreur, et vu qu'il arrive pas à se financer en France, il a passé encore un accord aux États-Unis et là il s'en va. Oui, alors. Donc on perd c'est encore Samuel des talents Dolan, parce je qu'on ne pense, finance dont pas. tu parles. Sauf que c'est le mec qui a fait Marianne, donc de là à dire qu'il a du talent, je me pose des questions. Mais. Ah d'accord, je savais Allez. pas que c'était Marianne, j'avais juste entendu vite fait ça en diagonale. mais je suis d'accord que c'est quand même un peu triste de voir un auteur français se barrer à l'étranger parce qu'il trouve pas en France. Ça me fait chier. Mais après, bon, Alors après, j'attends. Enfin, le j'aurais film bien de aimé genre, voir ce c'est qu'il aurait fait particulier. d'autre, quoi. Oui, en plus, oui. Mais ça fait des années le que film c'est de genre, comme ça. c'est particulier, c'est un truc de niche. En français, ça intéresse pas un public très large C'est en vrai, France. c'est vrai, c'est vrai. Un public qui rentabilise pas forcément le film en France. Donc, ceux qui veulent faire du film de genre, souvent, tournent en anglais. Comme ça, ils peuvent toucher un public plus large à l'international. C'est encore une autre problématique, le film de genre. C'est une problématique dans la problématique. Non, mais en tout cas, enfin, ça fait chier de se dire que dans un pays où on a un système justement de financement bien français et qui est censé fonctionner comme ça, qu'on ne finance pas aussi du cinéma de niche, c'est dommage. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, quoi. Oui, c'est vrai qu'on pourrait prendre une partie du pognon de Danny Boone sur le coronavirus, parce qu'il va faire une superbe Bah, comédie même, sur le je sais sujet. pas, regarde le cinéma d'animation, c'est pareil. Le cinéma d'animation en France, c'est limite net. Il y en a, mais il y en a pas assez, quoi. Là aussi, c'est une autre question. Le cinéma d'animation, il y en a, parce qu'il y a des studios d'animation en France, parce qu'il y a France Télé, avec France 4, qui est un gros client, qui commande beaucoup, et qui permet justement de faire vivre les studios, qui permettent de vivre. Et alors après, peut-être que ça se traduit pas forcément en long métrage après derrière, mais il y a pas mal de studios d'animation qui sont ensuite recrutés pour autre chose. Bon, et là, il y avait le problème avec la menace de suppression de France 4, mais qui est remise en question avec le coronavirus, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, France 4, c'était très utile, et France Télé faisait du bon boulot. Donc ouais, ah oui, l'animation, c'est encore un autre sujet. On en parlera peut-être pour le festival d'Annecy. Oh, ça tease dans cette émission. Mais on parlait de catastrophe. Ça tombe bien, on a des films à commenter ce soir. Ah, la transition. Ah, c'était San Andreas qu'il fallait regarder. Ouais, non, alors donc du coup, on a vu 3 films dans la sélection. On a vu d'autres films non sortis. On les a pas mis parce qu'on les avait vus avant de faire le programme, on les avait trouvés pas terribles, donc on se dit on va en tenter d'autres, peut-être que, et on va voir que c'est très mitigé comme constat. Je suis gentil au départ. Hein. On va commencer dans la douceur, on va commencer dans la gentillesse et la bienveillance, d'accord ? Tous ensemble. Hey, I'm looking for Fred Rogers. In here. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Please won't you be my neighbor? Hello, neighbor. L'extraordinaire Monsieur Roger. Moi je le dis en français, hein. L'extraordinaire Mr. Roger, A Beautiful Day in the Neighborhood, film américain de 2019 d'1h49 de Marielle Heller, dont on avait déjà parlé dans cette émission, puisqu'elle avait réalisé également Les Faussaires, Can You Ever Forgive Me De Manhattan. en VO. Les Faussaires de Manhattan, c'est vrai, oui. Elle bosse vite, Marielle Heller. Ah bah, il a carrément bosse oublié très, le très titre vite. du film précédent quand même, hein, pour te montrer à quel point ça marque. C'est ça. Inspiré d'un article de Esquire Magazine. Can You Say Hero? Un film avec Tom Hanks dans le rôle de Fred Rogers, un animateur de programme éducatif pour enfants hyper célèbre aux États-Unis. Et Matthew Rhys dans le rôle du journaliste qui doit l'interviewer. Puis you fais. Et c'est beau, il y a du piano, il y a de la musique douce.
Et puis Mr. Roger, il est super sympa. Et puis le journaliste, il a des problèmes dans sa vie parce qu'il est fâché avec son père et tout. Parce que bon, c'est difficile et tout, mais son père revient et il veut pas trop. Et Mr. Roger, comme il est très sympa et qu'il sent qu'il y a un problème avec le journaliste, il va l'aider à renouer le lien avec son père et à faire la paix avec lui-même. Parce que Mr. Roger, il est sympa quand même. Il est sympa ce Tom Hanks quand même, non? Bon, bah, du coup, parlons de The Room, hein, parce qu'on a fini sur, sur Mr. Roger. Ah Ah, voilà, c'est. Beau résumé, hein. Donc, Ellie, un petit mot sur ce film pour aller au-delà du résumé quand même. Bah, en fait, c'est ce que tu viens, c'est ça. Hein. Il est gentil, hein, monsieur Roger. C'est con parce que ça, tu le comprends au bout de 2 minutes. Et après, le film, il passe son temps à décortiquer, à dire, est-ce qu'il est gentil? Bah ouais, il est gentil. Ah, mais il est très gentil. Il est très gentil quand même. Ouais, mais alors, du coup, c'est peut-être un truc que je trouve intéressant, franchement, parce qu'il y a des trucs que je trouve pas mal dans le film, même si je m'en moque un petit peu, mais parce que j'ai pas trouvé ça terrible du tout. Mais il y a des trucs pas mal, genre cet aspect-là du biopic où dernièrement, les biopics, on essaie souvent de décortiquer les célébrités, voir ce qui va pas chez elles, etc. Ou alors c'est un truc qu'on reproche quand ça le fait pas assez. Et là, le film, justement, joue là-dessus à fond en disant, est-ce que vraiment ce mec est si parfait qu'il en a l'air? Bon, franchement, spoiler, oui, parce que il est mieux. Il est même mieux que ce que tout le monde pense. Et c'est peut-être le problème du film aussi d'ailleurs. Il est trop parfait. Mais du coup, j'aime bien cet aspect-là parce que du coup, c'est presque un truc qu'on voit pas souvent ou qui change un peu des biopics habituels. Puis après, à côté de ça, Marielle Heller, même si son style est toujours très académique, à part quelques petites saillies, les scènes de cauchemar sont pas mal. Enfin, vraiment même très intéressante la deuxième. Et il y a tout elle a un petit charme quand même dans sa manière de filmer, je sais pas, et dans sa palette de couleurs, là, elle joue avec des miniatures. Et je trouve ça c'est assez mignon et ça colle bien au film, je trouve. Il y a tout un travail de reconstitution très beau et sincère. Moi, je pense au contraire que c'est un des points forts du film, même s'il est un petit peu plan-plan. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir de regarder quelqu'un qui se sent bien, qui vit bien. On se bouffe tout le temps des personnalités conflictuelles, des histoires à rebondissements compliquées, etc. Et du coup, là, voilà quoi. Il aurait été un peu plus court, ça aurait été cool. Ouais, 1h50, c'est long quand même. Hein. Voilà, 1h50, c'est long, 1h30, voire même 1h20. Un téléfilm, ça aurait été génial. Mais franchement, ça m'a pas rendu triste, ça m'a pas rendu énervé comme d'autres films. Ça m'a pas rendu nostalgique non plus. C'était juste good. Voilà, c'était. Je suis assez d'accord. Non, Voilà. je suis assez d'accord. C'est vrai que j'ai tendance à me moquer un petit peu et j'ai rigolé en disant qu'il était très gentil, tout ça. Mais oui, je vous rejoins autant Ellie qu'Yassa là-dessus. C'est vrai que c'est plutôt beau, en effet, comme portrait et ça fait plaisir aussi. Puis ça fait aussi plaisir de se dire qu'on s'intéresse à une icône américaine qui, voilà, n'est pas controversée, n'a pas de passé tumultueux. Et c'est bien aussi de parler de ces gens-là, de leur dire, en fait, il y a quand même des gens qui sont tout simplement bien et c'est dommage parce qu'ils sont trop rares, quoi. Surtout dans ce genre de milieu. Le film français sur Jamie, du coup. Mais c'est pas sorcier. Mais j'aime. Sorcier. On n'a pas besoin d'un film, il suffit de regarder ces capsules de déconfinement. Enfin, c'est la première reco de l'émission. Regardez les capsules de déconfinement de Jamie, c'est un plaisir. C'est vrai. Non, mais en fait, voilà. Donc oui, le portrait de Mr. Rogers, c'est très bien, c'est même très agréable. C'est vrai que c'est beaucoup trop long et que ça aurait pu tenir sur moins. Mais en fait, le souci au final, c'est que le film, justement, sait pas trop vers quoi il doit s'axer parce qu'il manque de consistance, il manque de mordant. Alors je dis pas qu'il fallait qu'il ait du mordant très agressif, mais il fallait en tout cas qu'il ait un angle d'attaque. Et du coup, moi j'ai eu du mal à me passionner. J'ai dit putain, c'est intéressant, c'est bon, c'est un petit bonbon quoi, c'est un doudou, tu vois, le film, t'as envie de serrer Tom Hanks dans tes bras et je pense que si je savais, enfin nous on n'est pas américains donc on n'est pas très familier de ça, mais si je connaissais Mr. Rogers, ouais c'est quelqu'un sûrement que j'aurais peut-être regardé enfant et à qui j'aurais eu envie de faire des câlins. Mais par contre, la partie qui a du mordant, c'est la partie autour du journaliste et de la relation conflictuelle avec son père, et là-dessus je trouve que ça se foire complètement parce qu'au final c'est ça le fil conducteur du film, c'est la manière dont il va devenir finalement lui qui est censé interviewer, il va devenir l'interviewé et ça tient pas quoi, ça passe son temps à pêcher, enfin ça botte en touche tout le temps. Mais l'idée est bonne, tu vois, être pris à son propre jeu, c'est oui. L'idée de départ est bonne, elle est juste mal exécutée. C'est ce que je dis, ça prend vraiment l'idée de. En fait, ce que je pense qu'elle a voulu faire, c'est de montrer que, le cynisme actuel est un peu agaçant. Elle essaie d'apporter un brin d'optimisme, mais je pense qu'elle y croit vraiment à son histoire et à Monsieur Roger, ses convictions, etc. Elle a envie de quelque chose, d'une société qui arrête de critiquer à tout bout de champ parce que c'est la facilité. Mais le problème, c'est que son discours
un peu anti-manichéen, un peu tout le monde doit être gentil, etc., avec le personnage journaliste, bah, c'est bateau et c'est presque effrayant, en fait, à tel point ça vole pas haut, quoi. Enfin, j'avais l'impression, en fait, quand les gens parlaient dans cette intrigue-là, c'était des PNJ de jeux vidéo, en fait, qui balancent une banalité sur la vie, en fait. En mode, mais tu sais, il faut savoir être gentil avec les gens parce que bah, sinon t'es triste. Bah ouais, mais je m'en carre, en fait. Enfin, T'as pas de cœur, Ellie. non mais oui, non mais ça va devenir un running gag le fait que je suis quelqu'un de très cynique, mais mais le fait est que là c'est, en fait j'aime beaucoup aussi les films très beaux comme ça, très simples, mais là c'est que c'est presque trop lisse, trop simple. Mais je pense que c'est l'écueil dans lequel elle est tombée, c'est-à-dire que comme le personnage, enfin que Monsieur Rogers s'adresse aux enfants, il y a cette idée de quand on parle aux enfants, il faut que ce soit simple, très simple. Et je pense qu'elle a essayé de retransmettre ça dans le film. Et du coup, ce qu'il nous donne, c'est vrai des choses assez qui manquent d'envergure, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a ça, tu as dit tout à l'heure, ça aurait été bien en téléfilm, mais en fait c'est ça, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir vu un téléfilm. De 2 heures quand même, presque 2 heures. De 2 heures quand même, c'est ça. Et Mais en fait, non. les téléfilms, c'est excessivement long, hein, généralement, parce que c'est censé te faire passer l'après-midi. Ben c'est ça, mais t'es censé faire du repassage à côté en fait. C'est pour quand tu restes à la maison faire des travaux ménagers, quoi, les téléfilms. Et là, c'est un peu ça. Et alors, moi, c'est vrai qu'il y a 2 parties de ce film en fait. Il y a les parties, l'émission de télé, où alors là, on est avec le grain de l'époque, on est avec l'ambiance, et ça j'adore ce jus-là. Et puis on est avec Tom Hanks qui est quand même Tom Hanks, donc Sublime. il est génial, c'est tout. Sublime. Waouh, j'étais bluffé. Ouais. Le film commence sur le début de l'émission en fait, on le voit, il ouvre la porte, il commence son émission, il descend les escaliers, il met sa veste, ses chaussures, voilà, il te montre ses petites fenêtres avec ses photos. J'étais captivé, je voulais voir cette émission. J'aurais voulu voir une émission de lui pendant 1 heure en fait, j'aurais été super content. Et en fait non, parce qu'il faut faire un film quand même, c'est censé sortir au Cinoche ce truc-là, et donc on va te mettre donc l'histoire du journaliste et tout, qui va être retourné par ce Mr. Roger. Et du coup, dès qu'on passe au journaliste, en fait, on perd ce ton, on perd ça, on tombe sur quelque chose de plus conventionnel, plus plat qu'on a déjà vu, qui est assez inintéressant au final. Donc c'est le moment que j'ai pris pour justement pour faire mes lacets, faire autre chose à côté du film. Et c'est dommage parce que dès que Tom Hanks revient à l'écran et dès qu'on revient sur le show, dès qu'on revient sur le set, dès qu'on revient sur le plateau, il se passe quelque chose. Les scènes de rêve, pareil, elles se passent entre guillemets sur le plateau, il se voit avec les marionnettes, il se passe un truc. Et c'est dommage parce que c'est trop rare, ce sont de trop rares moments qui réveillent le spectateur au milieu de toute cette platitude. Mais tu sais pourquoi je pense qu'on aime tous les moments où on est dans l'émission avec Mr. Roger? Je pense que c'est parce que il donne cette impression que quoi qu'il se passe, ça va s'arranger. Il y a toujours un moyen de s'en sortir, il y a toujours un moyen d'arranger les choses. Et du coup, il y a cette note d'espoir perpétuelle, en fait, avec lui, et de légèreté, parce que c'est pour les enfants également, et qu'on est encore tous des grands enfants quand même. Et puis, dès qu'on passe au journaliste, on est confronté à la réalité, et c'est pas franchement ce qu'on veut voir, quoi, parce que la réalité, on se la prend nous aussi, quoi, dans la gueule. Donc, ça aurait pu être bien de transposer justement cet espoir et cette bonhomie dans le réel, mais je sais pas, ça prend pas. Ça a vraiment pas pris. L'histoire avec le journaliste prend pas, et c'est dommage parce que moi, Tom Hanks, il y a des moments, j'avais les larmes, j'avais les larmes qui pointaient, tu vois, un peu. Là, j'étais ému parce qu'il m'a pris quand même avec son personnage. Il y a que moi qui était gêné devant la séquence d'introduction. J'ai trouvé ça. Après, je sais pas, c'est que pas du tout. Je savais pas trop où me mettre parce que j'avais l'impression que c'était à la fois trop enfantin, mais en même temps, ça voulait parler aux adultes. Je savais pas trop quoi en faire. Ellie, je sais pas si tu connais cette séquence de Big Bang Theory où tu as Sheldon qui fait son émission Fun with Flags, qui reprend un petit peu la présentation, enfin la vulgarisation telle que le faisait le professeur Proton, dont il est très fan. Et dès que j'ai vu la scène d'intro, ça m'a immédiatement fait penser à ça, tu vois. Ça m'a fait penser à Sheldon et le professeur Proton, et du coup ça m'a tout de suite mise dans l'ambiance de c'est une émission légère et on apprend des choses, voilà. Du coup j'ai pas du tout été déroutée par ça. Et puis ça fait penser à toutes ces émissions pour enfants où t'as un acteur avec des gens en costume ou des marionnettes, alors Sesame Street, ça peut être aussi L'île aux enfants en France, qui était un peu comme ça aussi. Moi, ça m'a rappelé Jean Rochefort qui présentait Winnie l'ourson, par exemple, ce genre de truc-là, Enfin, par exemple, les bébés dans les soleils, les Teletubbies. C'est ça, mais alors, par contre, les Teletubbies, j'y ai pensé quand ils regardent dans un cadre et qu'il y a la télé qui apparaît.
Ça, j'ai vraiment pensé, Oui. ça m'a vraiment trop rappelé Teletubbies. Mais non, mais je sais pas, moi, j'avais vraiment l'impression que ça savait pas trop où se placer, en fait, entre parler aux enfants, parler aux adultes. Et du coup, en fait, je savais pas trop où me mettre, j'étais en mode, je sais pas si je dois regarder ça comme si j'avais des yeux d'enfant, ou si, vu que le film est un peu une sorte d'enquête en même temps, enfin, est-ce que, il faut être un peu plus, justement, essayer de s'investir là-dessus, et du coup, j'étais vraiment, mais, j'étais en mode, bah, alors, oui, c'est Tom Hanks, c'est bon, je trouve. Et du coup, je le trouvais presque gênant, en fait. Mais c'est Ah ouais. c'est très personnel, hein. Et du coup, bah, après oui, enfin, il y a des moments, bon, moi j'ai pas eu les larmes aux yeux, et presque je trouve le moment, il y a un, j'ai pas envie de révéler, mais un moment où il joue avec le spectateur directement. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Quand ils sont dans le restaurant avec le journaliste, Oui. Ah oui, mais ça casse le quatrième mur d'une certaine manière même. oui. Oui, parce qu'on sent qu'il se le dit à nous-mêmes aussi. Bah, et puis, à un moment, il tourne la tête et il nous regarde, en fait, à travers la caméra. Mm. Il y a un regard caméra très insistant. Bon, je trouve ça presque grossier, enfin, un peu abusé, mais bref, il y a des très beaux moments avec Tom Hanks. Je trouve enfin, le rôle lui va très très bien, en fait, de Monsieur Roger, parce que c'est un peu l'image que tout le monde a de Tom Hanks, je pense. Ce monsieur un peu trop gentil, Enfin, qui est c'est un capable de petit tout faire, qui aime tout le monde. Quand on voit ses vidéos sur les réseaux sociaux où il s'incruste à un mariage, il tape la bise à tout le monde, ou je sais pas, ce genre de truc-là. Enfin, moi je le voyais un peu comme ça. Mais le personnage en lui-même, peut-être plus que Tom Hanks, là dans le film, des moments, je trouvais ça presque, enfin, je sais pas, je vais pas dire pas approprié, mais c'était très bizarre. J'avais un ressenti très particulier, moi. Mais c'est sûrement Alors juste personnel, hein. c'est peut-être le personnage qui est comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a ce mélange-là, mais oui, comme il fait une émission pour enfants et qu'on reproduit l'émission pour enfants, même si c'est un film un peu pour grand, oui, effectivement, il y a cette double lecture, effectivement. Est-ce que quelqu'un avait vu la série Kidding avec Jim Carrey, dont le personnage est inspiré de ce Non. Fred Alors, Rogers? j'ai même commencé la seconde aujourd'hui, donc oui. Après, ça n'a vraiment rien à voir, hein, parce que Kidding, Ça n'a rien à justement, voir, c'est hein. plus dans la dénonciation, c'est plus cynique, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus de choses à dire, en tout cas. Et non, ça montre plus les coulisses d'un homme en dépression, parce que Kidding, ça raconte l'histoire d'un présentateur qui est censé faire des programmes pour enfants très axé petite enfance et sur laquelle il doit parler de sujets toujours assez joyeux, toujours assez positifs. Sauf qu'il vient de perdre son gosse et qu'il est en train de partir en couille et qu'il a pas le droit de se le permettre. Et c'est très beau en fait. Et c'est sur un homme qui se contient tout du long. Ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Bon, donc on est sur un traitement très très différent quand même, beaucoup Bah, plus lisse. c'est plus à la limite les contenus de l'émission tels qu'on la voit dans Kidding qui font penser, oui, par contre, tout à fait à ce qu'on voit chez Monsieur Rogers. Ça, clairement. Mais par contre, oui, non, ça parle pas du tout de la même chose. Ça s'est inspiré de ses émissions, par contre, ça oui, clairement. Bien, je pense qu'il est temps de zapper. On dit au revoir à Monsieur Roger, on va quitter le neighborhood. On lui dit au Au revoir. revoir. On lui fait un câlin de loin. Bye. Bonne nuit les petits. Donc on éteint la télé et on va dans sa chambre. Oh. Honey, a real Van Gogh. Yeah, sure. Where did you get all this stuff? The room makes things. What do you need most in the world? I want $1 million. How does it work? Who cares how it works? You just use it. The only thing more dangerous than a person who can't get what they want is a person who gets whatever they want. Get out of the house before it's too late. The Room de Christian Volkmann, réalisateur français, et oui. Oh hi Marc. Oh hi Marc. Non, alors ce n'est pas The Room de Tony Wiseau. Quel dommage. Ce n'est pas The Disaster Artist. Ah non, ça on a oublié, on s'en fout. Oui. Pourtant, vu la performance de Kevin Jean-Sens, des fois, on peut se demander s'il n'y a pas une filiation avec Tommy Wiseau. Et avec James Franco à la fois. Oui. Avec Kevin Jean-Sens et Olga Kurilenko, un couple qui aménage dans une maison à la campagne et qui découvre une pièce cachée au fond de la maison qui a le pouvoir d'exaucer tous les souhaits, d'apporter tout ce que l'on souhaite. Cela ne va-t-il pas monter à la tête de nos personnages? Ouh, mystère. Bon alors, la bande-annonce spoil, Olga Kurilenko, enfin la femme du couple va demander un enfant. Voilà. C'est pas moi qui spoil, c'est la bande-annonce. À ce compte-là, on peut spoiler tout le film. Hein. Christian Volkmann, c'est qui avait déjà fait un long métrage d'animation avant ça, et pas mal de clips, semble-t-il. Est-ce que vous avez eu envie de sortir de votre chambre parce que vous avez été fasciné? Est-ce qu'il a répondu à vos souhaits? Ah, j'ai très envie de sortir de ma chambre, moi. Pas parce que comme ça, je regardais plus. Merci Thierry. Bon, ben, je vais être la dissidente alors. Il y a Bon, ça à l'air d'avoir on- apprécié. On commence par quoi? Ben Thierry, vas-y, commencez.
Non, j'ai pas trouvé ça non plus affreux. Pendant, je dirais, les premières 35 minutes. Après, ça devenait vraiment insupportable. En fait, à partir du moment où t'as capté tout le concept du truc, ça perd tellement d'enjeux, c'est dommage. Et puis, ça se veut, je trouve, très critique sociétaire, mais ça perd tellement son sujet. Ça me fait penser à Vivarium, en Oui, moins beaucoup, bon. hein. Et déjà, même si j'imagine que j'étais sorti assez content d'Ivarium, plus j'y repense, je me dis que c'était pas non plus fou, quoi. Et là, c'était encore moins bien. Et ouais, voilà, bon, bah, de toute façon, c'est forcément le couple qui se déchire par rapport à l'enfant, parce que la pression sociétaire dit que tu dois avoir un enfant, et du coup, il faut ressembler au couple modèle, et ci, et ça, et ci, et ça, et quelles sont les choses à sacrifier. Oh, je sais pas, en fait, ça m'a saoulé parce que ça se cache derrière de la SF facile pour juste faire un portrait sociétaire, mais qui est déjà éculé, en fait, et qui est déjà légèrement dépassé, je trouve. Et en plus de ça, là je parle juste du fond, hein, parce que la forme, Oui. ça a beaucoup de charme par moment. Quand ils font des training montages, quand ils font des trucs. Mais alors, putain, le reste du temps, ça patauge. Et en plus, comme le disait Ellie tout à l'heure, Kevin Janssens, quoi. La révélation de ces 2 dernières années, hein, quand même. Hein. Qui joue dans des trucs comme L'État sauvage, et ça, et sûrement un paquet d'autres merdes dont j'ai oublié le nom, mais... Et il joue dans Revenge, il surjouait, mais le film était pas mal, je trouve. Ouais, Revenge, c'est cool. Mais parce qu'on le voit 2 minutes et qu'il se fait taper. Yassa, vas-tu défendre ce film? Bah, un petit peu quand même. Mhm. Je vais commencer par dire que je l'ai trouvé meilleur que Vivarium. Ouais. Ah ouais, Voilà. quand même, carrément. Ouais. Ah ouais, Bah, j'attends de voir écoute, pourquoi. Bah, écoute, j'ai été dans le film du début à la fin. Je me suis pas ennuyée. Vraiment. Le concept est intéressant et ils en font quelque chose de pas trop mal. Ça aurait pu être bien pire, vu les bandes annonces et les trucs comme ça. Je m'attendais à quelque chose de pire. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même... je me suis reconnue dans les personnages au tout début, où vraiment tout le monde perd la tête. C'est-à-dire que je pense que tout le monde perdrait la tête un petit peu en découvrant ce genre de choses. T'as une chambre qui fait apparaître absolument ce que tu veux, c'est génial, tu vois. Et puis, t'as un petit retournement de situation. Je sais pas si je peux le dire. Donc, spoiler. Thomas, tu mettras un spoiler. On va mettre un Puis spoiler. les bandes annonces. Alors, Non, mais... je vais vous dire un truc. Au début, je voulais vous dire, attention l'équipe, on ne spoile pas. Et en fait, j'ai vu les bandes annonces pour l'émission et en fait, les bandes annonces balancent tout. Et même les synopsis des films balancent tout. Donc finalement... Bon, c'est un peu dommage ça. C'est chiant. Bref, du coup, en fait, on se rend compte que rien ne peut survivre au-delà de la périphérie dès qu'on sort de la maison, tout se transforme en poussière. Ah merde, ça je crois que ça n'était pas spoilé dans la bande. Ah ben, bon bref. Oui. Et voilà. Non mais moi, donc dans le spoil, je voudrais juste dire que le mec, de tous les tableaux qu'il a récupérés, parce que le mec est un artiste, donc il demande des tableaux, et il détruit le putain d'autoportrait de Van Gogh, et je vous jure que j'ai hurlé. J'ai eu mal, j'étais pas bien. En fait, on s'en tape. J'étais pas bien. Mais le truc, c'est qu'on s'en tape autant de minutes, c'est parce qu'il est blasé. Mais comme c'est des trucs qui n'existent pas, il peut en re-souhaiter un autre, il peut le souhaiter en double. Non, mais je sais, justement, je sais pas. Est-ce que moi, en plus, c'est ça qui m'intrigue un petit peu, c'est que est-ce que ce sont des choses qui disparaissent qui sont réels, donc c'est le réel autoportrait de Van Gogh qui a disparu du musée, tu vois. Non, c'est des fakes. À un moment, il y a un double. Ouais, mais il dit par contre que c'est un original, il dit que c'est un vrai. C'est que du fake en fait. C'est des trucs qui, une fois que ça sort, c'est des illusions, quoi. Ouais, mais à un moment, la première fois qu'elle lui demande, Olga Kurylenko, il lui dit un truc genre c'est un vrai, je sais plus si c'est le Van Gogh ou Tila ou un autre tableau, et il dit c'est un vrai, un truc comme ça. Donc, oui, non, mais parce que la reproduction est parfaite, si tu veux. Ouais, mais du coup, c'est quand même bien après, oui. Si c'est le seul point de débat qu'on a sur le film. Si tu veux, s'il arrive à recréer un gamin, il peut recréer un Van Gogh, quoi. Ah oui, non, mais ça bien sûr. Non, mais voilà, quand le gamin arrive, je me dis, est-ce que c'est pas un gamin qui a disparu d'une maternité? Et alors, ça aurait été intéressant, tu vois, ce genre de truc. C'est ça. Déjà exploité, bien sûr, hein, mais ça aurait été intéressant. En vrai, ça me faisait penser un peu, au film Jumper avec Hayden Christensen qui est sorti il y a 12 ans. Pourquoi tu dis tu pourrais dire Samuel L. Jackson, pourquoi tu dis Hayden Christensen? C'est le personnage principal. Ouais. Non, c'est pas vrai. Bon, personnage principal est un grand mot, mais ça me fait penser à ça dans ce délire, parce que au début, moi aussi, je pensais que c'était un truc un peu comme ça, de la téléportation d'objets, et je trouve ça beaucoup plus cool. Mais en fait, bah non. Et en fait, non. Oui, mais même sans ça, franchement, je trouve que il y a pas mal de suspense. On se demande un petit peu où ça va partir. C'est pas grandiloquent non plus, hein, mais j'ai bien aimé le déroulement de l'histoire, sauf à un moment donné où il se passe quelque chose d'absolument horrible, mais de terrible, qui n'a rien à voir avec les œuvres d'art.
Mais j'ai trouvé ça dégueulasse. Littéralement, ça m'a un petit peu sorti du film. Et j'étais là, mais pourquoi, du coup? Pourquoi on fait ça? Il y a ça juste pour être sûr. Est-ce que le moment où t'es sorti du film, c'est quand Freud y est rentré? Voilà. Ok, on parle bien de la même chose. Ouais. Oui, absolument. Ah oui, ok. Ah oui. Absolument. Oui. Bah, alors ça, après, pour le coup, moi, ça m'étonnait absolument pas. Et le problème, c'est que tu vois, alors, je Ça- pensais pas ça qu'ils n'a allaient aucun le montrer sens, par jusque-là. contre, je trouve. Mais bon. Par Mais oui, contre, c'est aller loin, Non, mais on comprend, non, on comprend qu'il y a un problème, c'est pas, tu vois. c'est pas aller loin, ça devait. Alors, en fait, le film, je pense qu'il devait aller jusque-là sans forcément le montrer, puisque c'est exactement son sujet. Et le gros problème, en fait, moi, ce qui m'a retiré tout suspense, en fait, c'est à partir du moment, et ça, on te le dit très rapidement, à partir du moment où on te dit que c'est aussi, enfin, quand ils emménagent dans la maison, on leur dit c'est une maison où il y a eu un meurtre et c'est pour ça que vous l'avez eu à pas cher. Et ils découvrent le truc, ils se renseignent, ils se rendent compte que le gars qui a buté les personnes qui étaient dans la maison avant eux est enfermé dans un asile, oui, enfin, c'est un asile, hein, pas très loin de là. En fait, à partir de là, j'ai fait, ok, donc en fait, on a déjà et j'avais déjà toutes les réponses. J'avais déjà vraiment, chaque fois qu'il lui posait une question, je fais, ok, c'est celui-là, voilà exactement ce qui va se passer parce qu'on parle de Freud, en fait. Et du coup, j'étais là, putain, oh non, ça va partir là-dessus, c'est pas terrible. Et du coup, j'avais plus aucune raison de regarder parce que j'avais plus de raison de penser qu'il allait se passer quelque chose qui allait me surprendre, en fait. Non, mais dès l'instant où on parle du gars qui est interné, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu le sens, tu le vois venir gros comme une maison, c'est clair. Mais je pensais pas qu'on assisterait à ça. On voit pas grand-chose non plus, hein. Bon, ça reste calme, hein. Excuse-moi, non, c'est pas l'argent de rire, hein, quand même. C'est suffisamment suggestif pour qu'on sache de toute façon. Oui, bien sûr, mais on sait que ça se passe, donc c'est déjà assez. Ouais. Moi, je sais pas. Et le résultat de ça, quoi, aussi derrière, quoi, t'es là, genre, non, juste non, vraiment non, non. Alors ça, par contre, non, parce que ça, on n'est pas sûr, par contre. Parce que non, parce que il y a un autre élément juste avant qui peut contrebalancer ça. C'est ce qui est grandement suggéré, par contre. Parce que franchement, je sais même pas si ce qui se passe va au bout, hein. C'est-à-dire littéralement 5 secondes. Oui. Donc bon. Oui, mais étant donné que ce qui se passe se passe genre 10 minutes avant, moi dans ma tête c'est frais, tu vois. Donc moi j'ai fait le lien immédiatement. Je vais être honnête avec vous, j'ai vu le film là cet après-midi. Même moi qui l'ai vu, je sais pas de quoi vous parlez. Alors j'imagine les gens qui ont pas vu le film. Ouais. Ok. Mais parce que oui, mais en vrai, moi j'en ai rien à foutre. En vrai, je suis prêt à tout spoiler. Parce que il y a une histoire. Donc c'est le gamin qui prend l'apparence du père, c'est ça? Alors déjà ça n'a aucun sens. Ouais, on est d'accord, ça n'a aucun sens. Il est censé vieillir, il va pas ressembler à son putain de père. Mais c'est un truc qu'il faire dans la chambre. Non, mais il a créé tout un extérieur, tout pour pouvoir sortir, donc il a pris l'apparence de son père parce qu'il était jaloux. Mais tu peux demander la création, mais tu peux pas demander à ressembler, c'est pas matériel. C'est ça. Tu peux demander à créer une maison, mais tu peux pas demander à créer un look. Sur ses règles au fur et à mesure de la partie. C'est débile. À ce moment-là, je me suis dit, l'idée peut être intéressante, mais dans le concept, ça marche pas, et en plus, c'est ridicule, parce que, du coup, Kevin Johnson part en roue libre absolue, là, c'est la fête du slip dans sa tête, je sais pas ce qui se passe, il oublie le mot acting et il chie dessus, hein, c'est n'importe quoi. T'étais pas obligé de dire que c'est la fête du slip, parce que là, c'est vraiment très équivoque. Non, mais c'est dommage. Bon, après, moi, de base, le concept, je le trouve pas, incroyable, c'est rigolo 5 minutes, mais voilà, quoi, même la scène d'ailleurs qui présente le training montage un peu comme tu disais Thierry, elle est sympa, bon, parce qu'il met le beau Danube bleu en fond, donc à partir de ce moment-là tout est sympa, je pense, mais elle dure beaucoup trop longtemps. Mais c'est le truc, c'est qu'en fait il y a un enjeu à partir de là qui est évoqué, donc une sorte de critique sociétaire, le consumérisme, etc. Et c'est évacué, mais d'une force et d'une vitesse, c'est stratosphérique, parce que ça n'est plus jamais réévoqué après. Enfin, ils en parlent 5 minutes et après on s'en bat les couilles, on parle du gosse. Et là, c'est Vivarium qui commence, quoi. Et sauf que moi, pour le coup, Vivarium, la mise en scène était au moins un peu intéressante, je trouve. Alors que là, c'est assez plat. Ça vole pas très très haut. Il y a des incohérences de base, je m'en fiche, mais là, c'est une incohérence au sein même du concept du film. Donc, à un moment, il y a un problème. Ce qui est très lourd, c'est que ça apporte aussi, c'est qu'il y a un moment, alors toujours dans ce fameux asile où moi j'en avais déjà plus rien à faire, où il apporte un truc et je me disais, si ça part là-dedans, bon ça y part mais pas assez bien, ça peut être intéressant, c'est quand justement il lui dit que la manière pour lui d'être sorti de ce truc, c'est que en gros il faut, la manière pour l'homme d'avoir réussi à s'émanciper, c'est d'avoir tué Dieu. Et quand du coup on parle du rapport au créateur et tout ça, et là j'étais là putain ça peut être chouette.
Alors, Ouais, le film part mais en du réalité coup- là-dessus, mais il y part mal. Ouais, mais je y a me dis, un- mais quelle est l'allégorie de ça en fait et en fait, non, c'est juste un Oedipe à la con, quoi. Oui, voilà, c'est ce qu'au final, d'un coup, il se prend pour Ridley Scott avec Prometheus et Covenant, sauf que déjà, il a pas la maîtrise visuelle de Prometheus. Ça m'a et fait Covenant. penser à Mother en moins ambitieux. J'ai pas vu, mais ouais, Mhm. mais de ce que je vois, de ce que je connais, ouais, ça a l'air un peu ça. Et c'est un Avec truc moins qui est de un peu à la, budget aussi, c'est un hein, truc qui est donc, un peu à la mode. Mother plus ou moins après, mais... Ouais, non, Ce qui est budget. paradoxal parce que voilà, il part sur Nietzsche puis il finit avec Freud. C'est chouette. Mais non, mais en plus, c'est dommage qu'il y ait des petites idées sympathiques. Bah, je trouve que, enfin, c'est pas vraiment un twist, mais la manière qu'a le gamin de détourner sa propre contrainte d'interdiction de sortie est très cool. Ouais. Franchement, quand on apprend quand on voit qu'il a créé qu'il a recréé l'univers extérieur dans la scène, mais c'est génial comme idée. Mm. Sauf que c'est pas assez exploité, c'est pareil. Même à un moment, franchement, bon, c'est un micro spoil. Ils avaient le budget que pour un décor. Hein. Oui, là, ça se voit. Mais il y a je vais dire un micro spoil, mais c'est qu'à un moment, ils pourraient demander un dragon et il pourrait apparaître. Et moi, je suis en mode, Non. limite, Mais à non. ce moment-là, mais faites-le, en fait. À ce moment-là, mais exploitez, quitte à y aller dans le YOLO, on s'en bat les couilles. Non, mais du coup, ça pose la question de est-ce que tu peux demander quelque chose qui n'existe pas? Visiblement, oui, tu peux demander à ressembler à ton père. Oui, au bout d'un moment, au moment où on dit que les règles on s'en fout, tu sais. Bah, en fait, moi à ce moment-là, quand j'ai compris ça et qu'ils essaient de fuir vers la fin dans cette espèce de deuxième maison, je me suis dit, mais là c'est le moment parfait pour qu'il y ait un putain de dragon qui sorte. Le gamin. J'ai eu un D'ailleurs, autre truc que je trouve bizarre, c'est qu'ils pourraient limite redemander quelque chose, théoriquement ils sont encore dans la chambre. Enfin, tu vois, ils sont juste à côté de la chambre, ils pourraient redemander plein de choses, mais bon. Mais c'est ce qu'ils font quand ils s'enfuient justement. Oui, mais enfin, c'est pas super créatif non plus. Enfin, il y a le truc où ils font référence à Jérôme Bosch là avec les escaliers, c'est plutôt cool. Mais il y a quelques trucs visuels pas mal en vrai. Hein. Et globalement, je sais pas, c'est un empilement d'idées qui se transforment en étron. J'ai eu un début d'espoir à un moment donné quand le mari commence à peindre la structure je vais appeler ça le générateur, je sais pas, du générateur. Et je me suis dit peut-être tiens, on va avoir l'explication de comment ça marche. Mais bon. Franchement. C'est un artiste. Apparemment, les artistes, ils comprennent rien au câble électrique, donc voilà. Ça doit être ça. Mais franchement, ça fait très Vivarium, même tout ça. Enfin, c'est littéralement la même structure narrative avec le père qui commence à s'enfermer dans ce qu'il sait faire. Dans Vivarium, le père qui se met à piocher parce que c'est un mec qui s'occupe de jardin. Là, le mec qui se met à faire une toile chelou parce qu'il sait faire que ça. Enfin, et du coup, c'est la mère qui s'occupe du gosse, une relation un peu plus intime qui se crée, etc. Enfin, c'est littéralement la même histoire. Juste, c'est fait par un mec qui est sous codéine parce qu'il a pas d'idée, quoi, et avec sa caméra. Et c'est triste parce que je pense que le concept, même si moi je ne suis pas fan de base, aurait pu être 1000 fois plus intéressant. Ah, pour ça, oui, là je suis d'accord. Il y aurait eu de meilleures idées. Absolument. Ouais, enfin, en tout cas, 1h40, on aurait pu faire plus court, quoi. Ah bah là, c'est pareil. Mais en fait, c'est un peu le même rush qu'on pourrait faire à Vivarium, le côté un peu épisode de la 4ème dimension rallongé. Bah, c'est un peu pareil, là. C'est un concept qui est bon sur une grosseur, une bonne heure, bien exploité, avec un truc qui tient en 3 actes de 20-20-20, comme ça. Mais là, si tu dis que tu t'es pas ennuyé, il y a ça, mais chapeau, hein. Ah non, mais franchement, non. Non, mais j'ai mis l'idée. Il y a ça tout à l'heure, quand on discutait, tu nous as dit que t'avais peur de pas avoir le temps de regarder Mr. Rogers, et que du coup t'avais dû le mater en léger accéléré pour pouvoir être dans les temps. En fait, The Room, tu l'as maté en x2, c'est pour ça. Du coup, dans ta tête, il a fait 45 minutes, c'est passé. Bah, j'aurais bien aimé que ce soit le cas, mais non. Ah bah tu vois, t'aurais bien aimé, donc c'est que tu l'as trouvé trop long. Non, pas du tout. Non, pour vous, je veux dire pour vous, mais non. Moi, j'ai apprécié. Bon, là, on s'est un peu endormi, là, on était un peu enfermés, mais là, on va tout exploser. Là, il est temps de dynamiter un peu cette émission. Là, on va parler avec un film de bonhomme. Là. Un tout ce que j'aime. Qui sent la testostérone, là, qui sent la sueur, là, qui sent le vestiaire. Comme mon type de film préféré. What is this place? I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed. At RST, we rebuild the most important assets in the US military. Soldiers like yourself. You're the first who we've successfully managed to bring back, but improved, enhanced. With the technology in your veins, you have an army inside you that will not only make you stronger, it will heal you instantly. Holy shit. Bloodshot de Dave Williams. Son premier long, semble-t-il. D'après le comics Valiant,
Et le comics Bloodshot aussi, c'est un Valiant Comics, c'est une franchise Valiant Comics. Si ça marche au box-office, bon là avec le Covid c'est un peu compliqué, mais bon, il est prévu que ce soit une franchise de 5 films. Donc si ça marche pas, on pourra dire un effet positif du Covid. C'est vrai ? Ah ouais, c'est prévu. C'était prévu pour faire une franchise de 5 films, si. Ouais. Vraiment, je t'ai pas au courant, non. Et même paraît-il que, alors des anecdotes que j'ai lues, je sais pas, parce que sur ma version ça y était pas, mais normalement à la fin il y avait Ken Watanabe dans un personnage qui devait annoncer un autre film. Oh l'angoisse. En pause générique, tu sais. Pour combien de Riddick Vin Diesel est-il prêt à faire des Bloodshot, quoi ? Putain de merde. Avec donc Vin Diesel dans le rôle de Ray Garrison, alias Bloodshot. Et Guy Pearce qui joue, comme d'habitude, le méchant. Mais c'est vrai. J'étais tellement content de voir Guy Pearce et après j'étais tellement triste de voir Guy Pearce. Quoi. Voilà, on a aussi Eiza Gonzalez qui joue Bonas numéro 2 et Lymorn Morris qui joue le mec sympa qui fait des blagues. Et le black sympa qui fait des blagues. J'aurais jamais accepté, je t'aurais dit Thomas, s'il te plaît, t'appelles pas un personnage Bonas. Mais là, je peux rien dire. Mais, mais en fait, c'est vrai. Non, alors son personnage son personnage s'appelle KT en 2 lettres. Voilà. Mais son personnage est écaté au sol, parce qu'il pue la merde en écriture. Oh non. Si vous voulez, sur celui-là, j'aimerais bien vous dire, on ne spoile pas, mais quand bien même on voudrait spoiler, c'est-à-dire que autant dans le film précédent, il y a des éléments qu'on peut peut-être dire, ok, il y a un spoil. Autant là. Il y a tellement de poncifs, il y a tellement de trucs que c'est pas possible de spoiler ce film. Même la bande-annonce, ça n'a rien à foutre. C'est l'histoire d'un super soldat, d'un pro des Marines, tout ce que vous voulez. Il voit sa femme se faire buter et il se fait buter par les méchants qui ont buté sa femme. Mais une entreprise super technologique de la mort lui injecte des milliards de nanomachines, ce que vous voulez. Enfin, insérez le nom de technologie que vous voulez. C'est des nanomachines qui le réparent instantanément et qui en plus le connectent parce que ce sont des microprocesseurs et tout ça. Donc ça fait un mec super cheaté, mais qui est motivé par tuer le mec qui a buté sa femme. Donc ça devient une machine à tuer, et donc une fois qu'il retrouve la mémoire, il va tout faire pour aller buter ce mec. Et une fois qu'il a fait ça, il est fatigué, parce que les nanomachines, ça bouffe de l'énergie, et hop, il se rendort, et puis hop, il repère la mémoire, et on le reprogramme, et il revoit sa femme se faire buter par quelqu'un d'autre, et en fait on s'aperçoit que ses souvenirs ont été modifiés, parce que c'est très original aussi. Oh là là. Voilà, et donc Guy Pearce, qui était son gentil patron du labo, fait déjà, quand tu vois Guy Pearce en patron d'un laboratoire d'armement militaire avec un bras de fer, il n'y a pas de suspense, tu sais que c'est le méchant. On est plus très dupe à force, ça fait quand même 10 ans qu'ils font le même coup film après film. Autant Willem Dafoe dans Aquaman, je soupçonnais que c'était un méchant, mais finalement ça l'était pas. Autant là, Guy Pearce, zéro suspense, quoi. Et si vous adorez ce genre de truc, donc il y a des scènes de fusil genre Call of Duty au départ, il y a de la muscu, il y a des shots, le mec il boit des shots et tout, il boit de la tequila, il fait de la muscu, il y a des bonasses parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, quoi. Il y a 2 filles, donc le test de Bechdel déjà, on fasse le carré derrière l'oreille. Et le premier personnage féminin, c'est quand même la femme du héros. Donc c'est-à-dire que il rentre de mission, il passe des moments avec elle et tout, il passe son week-end, et vous verrez quand même sa petite culotte avant d'entendre sa voix. Oui, c'est exactement la réflexion que je me suis fait. Mais c'est comme ça, si jamais t'es déçu par la voix, tu peux te dire c'est pas grave, je vais pas lucher. Parce que bon, je veux dire, c'est que des gens qui veulent ça qui regardent ce genre de film. Ah mais tellement, c'est tellement ciblé. Non mais Thierry, tu comprends pas, c'est que moi Vin Diesel, tu vois, j'aime bien le défendre, tu vois, que ce soit Fast and Furious, que ce soit Riddick ou Triple X, ou j'aime bien ce genre de film, tu vois. Et là, j'ai 0 argument pour le défendre. Je ne trouve rien de potable dans ce film et ça me fait mal. Même les arguments qui ont été utilisés pour 68 Kills, là, ils sont pas utilisables pour celui-là. Mais en fait, c'est le pire, c'est que, en fait, mais même pas, parce que là, on dit que c'est fait pour plaire aux bofs et tout ça, mais même pas. Je veux dire, je pense qu'à ce moment-là, même les gars qui peuvent kiffer les Fast and Furious ou les trucs des fois un peu décérébrés, mais qui offrent au moins un spectacle et qui te disent juste, te prends pas la tête chaton, tu vas quand même t'éclater parce qu'on va te balancer de la testo à plein nez. Même là, le spectacle, il est pas offert. Y a rien. Donc du coup, à partir de quel moment est-ce que ça va plaire même à ceux qui ont le moins d'exigences possible et qui ont juste envie de se détendre? Mais c'est juste qu'il y a 0 enjeu, en fait. Il y a aucun enjeu du début à la fin. Même les scènes où il arrive, tu vois, en étant badass, je rigolais. Je ressens, d'habitude, je vois Vin Diesel dans certaines scènes, je suis là, ah ouais, putain, allez, là, ils vont morfler, les gars, tu vois. Je sais qu'il va y avoir de la baston et ça va être chouette. Et là,
Mais il y avait rien. Je sais pas quel mot mettre là-dessus, mais il y avait rien. Il y avait absolument rien. C'était vide de tout. C'est une capsule vide, le film. Même la musique, elle se fait chier. Il y a une figure qui revient très souvent, donc c'est la teinte rouge, la lumière rouge qui revient très très souvent. Et les fumigènes. C'est-à-dire qu'il y a un budget fumigène dans ce film avec lumière rouge. Je sais pas, il y avait un thème, ils ont eu un prix. Ça fait pas des spectateurs de foot, c'est pour ça. Ah, c'est ça. C'est les ultras d'un club de beauf qui a fourni les props et les accessoires, et d'où le fait que ça marche. Hein. C'est sponsorisé par Vodka Connecting People et la PMU. Non, mais en fait, ce film, c'est un peu le bal des tocards au royaume des incapables. C'est bon. Waouh. On vient de renommer le film. En fait, moi, en soi, je me suis énervé sur 68 kills il y a quelques semaines, etc. Et j'ai beaucoup de mal avec le côté on pose son cerveau, etc. Mais ça m'arrive d'aimer des conneries, bien sûr, comme tout le monde. Mais là, en fait, ce qui m'a énervé, c'est que j'ai fait des petites notes des fois sur les films après coup. Et là, j'ai mis un seul mot pour Bloodshot, c'est pathétique. Parce que, en fait, ce que je trouve horrible, c'est que, à la limite, si le film s'assumait pleinement, déjà, je suis même pas spécialement énervé par le film, je suis juste vraiment navré, le film s'assume même pas spécialement parce qu'il y a un moment où le film ose, mais a le culot, l'audace, si j'ose, de dire, oh là, mais ça c'est un peu cliché, faut faire attention. Genre, le film ose se moquer des clichés, alors que c'est peut-être la plus grosse accumulation de clichés possible, en fait. Jusqu'à au tout dernier plan. Et je me suis dit, mais à quel moment, qui est j'ai pas envie d'être méchant, mais, qui est le bougre qui a pu pondre un tel script, qui a osé se dire, on va faire un scénario, on se moque des clichés. Comme ça, mais sans avoir conscience que c'est presque pire ce qu'il fait, en fait. Alors, le bougre en question, celui qui a réalisé donc Bloodshot, en fait, sa spécialité, c'est surtout les effets visuels. C'est pour ça qu'on l'a pris, parce que, en fait, entre les poncifs de scénario, il y a des scènes d'action. C'est presque une mauvaise blague, quand même. Mais c'est pour ça qu'il a été utilisé. Mais il était dans les effets visuels, mais surtout pour des jeux vidéo, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un côté Call of Duty par moment. Ça se voit. Ouais, ça fait penser énormément à ça. Même s'il a pas spécialement bossé sur Call of Duty, si je me souviens bien, mais je crois qu'il a bossé plus sur des Star Wars, ce genre de trucs. Je crois qu'il a bossé sur Avengers Ultron aussi, je crois. Non, mais moi, j'ai pris plus de plaisir, par exemple, à regarder Kingsglaive, enfin, le Final Fantasy Kingsglaive que Bloodshot, quoi. Je suis désolée, mais c'est pas parce que le gars, il sait faire des cinématiques de jeux vidéo qu'il va savoir les retranscrire en film, quoi. Le problème, c'est qu'il y a littéralement des cinématiques dans le film. Je vais quand même défendre le film. Je trouve que la doublure numérique de Vin Diesel dans les scènes d'action qu'on voit bien en gros plan joue mieux que lui. Elle est plus réaliste que lui. Alors, c'est vrai. Par contre, ils ont on dirait chié. qu'elle a été modélisée sur une PlayStation 3, par contre. Hein, mais ça, vraiment, voilà, c'est. Par contre, ils ont chié sur l'autre là avec ses bras, le personnage de Sam Heughan, quand ils sont dans la cage d'ascenseur, etc. Je suis désolée, mais on voit clairement les CGI. C'est horrible. À chaque fois, je criais de dégoût tellement c'était moche. Alors. Je vais justement sur les CGI, parlons-en. Alors je sais pas dans quelles conditions vous avez vu le film. Moi ça m'a fait le même effet qu'avec Gemini Man. Donc Gemini Man qui était un film en je sais plus combien de FPS, qui était la révolution. En 120 ou 60 selon les salles. Voilà. Ben là c'est un film qui a été tourné en 8K avec des conditions, des hautes résolutions si vous voulez. Et ben là c'est un peu quoi. Et comme moi, mon écran, il est pas méga résolution de la mort, si vous voulez. Ça m'a fait le même effet que les bandes annonces de Gemini Man, donc c'était dégueulasse. Ah oui, les bandes annonces de Gemini Man. Dans des bonnes conditions, ça se regarde, parce que ça a été fait pour. Autant dans des écrans de moins de qualité, ben en fait, ça pêche énormément. Mais tu vois, on parle des conditions, mais justement, là, je pense qu'il est temps, ça a fait beaucoup rire Ellie quand je lui ai dit, je crois que je te l'ai dit aussi. Mais là, il faut le dire. Parce que, tu vois, la semaine dernière, par exemple, quand on parlait d'Hotbuster, je crachais sur Velocipastor, en disant que c'était le niveau 0 du cinéma et que j'étais très content d'avoir vu ça. Eh ben, j'ai passé un moment bien plus mémorable devant Velocipastor que devant ça, pour la simple et bonne raison que Bloodshot, je peux vous dire que je pense l'avoir vu il y a 3 jours. Je ne me souviens pas de la moindre seconde de ce film, à part d'un ressenti désagréable. Quand je me souviens, le seul truc dont je me souviens pendant la séance, c'est que mon coloc est arrivé, ça faisait donc 1h35, 1h40 que le film était commencé, donc on était à la fin, hein, et il m'a regardé, il m'a fait « Alors, ça donne quoi ?» Et là, je l'ai regardé, j'ai fait « Je sais pas ». Je n'avais aucun souvenir de cette heure 35 qui venait de s'écouler. Je suis resté d'une passivité totale devant ce film. Ouais, non, mais là, parce que quand il est venu me voir, ça faisait 1h35. Donc au moment où il m'a posé la question, déjà, là, j'étais là en mode, et le quart d'heure d'après, je l'ai effacé de ma mémoire. Je suis sorti de là en me disant, j'ai vu des lumières rouges, j'ai vu Vin Diesel,
Je sais pas trop ce que j'ai vu. Je me rappelle pas. C'est un Je sais pas de miroir, quoi en ça fait, parle. Thierry, Qu'est-ce hein. qu'il y avait dedans? Est-ce qu'il y avait Guy Pearce? Est-ce qu'il y avait pas Guy Pearce? Vraiment, là, vous me rappelez des trucs et j'en rigole et je sais que c'était mauvais, hein. Mais vraiment, je suis sorti de là en me disant, tiens, et si je regardais un film aujourd'hui, j'en ai pas regardé encore. C'est, Il y a aussi un truc. c'est triste. En fait, vous parliez tout à l'heure de cinématiques de jeux vidéo, mais en fait, le problème, c'est que le film en a plusieurs, en fait, dedans. Enfin, c'est problématique, quand même. On dirait vraiment, il y a un moment, c'est un jeu vidéo. Enfin, tout le combat final, je peux pas y croire une seule milliseconde. Enfin, c'est impossible, on est d'accord. Enfin, toute la séquence dans l'ascenseur, en plus, il essaie de faire un plan séquence à la Sam Raimi, genre en mode Spider-Man, parce qu'il y a un mec qui a des bras, genre à la Octopus. Déjà, j'ai peut-être porté des lunettes maintenant, parce que je pense que j'ai perdu trop de points dans mes yeux, là, c'est compliqué. Mais, en fait, tout a l'air vraiment, mais, je sais pas, les personnages ont l'air élastiques, mais ça se voit que c'est fake. Et c'est presque terrifiant de se dire que ils ont pris un mec qui fait des cinématiques, qui est expert en trucs de jeux vidéo, et qui, il a fait ça, en fait. Il a pas compris qu'il travaillait sur un médium différent, on dirait. C'est un problème, à un moment, tu t'embauches pas un mec parce qu'il est, enfin, je sais pas, c'est comme si on prenait un passant dans la rue, on lui disait, tiens, réalise, Bloodshot 2. Parce que pourquoi, C'est ce qui va se passer, quoi. Et le mec, il va demander pourquoi, on va lui dire, parce que tu fais des très bonnes pâtes au pesto. Et c'est un moment, faut être réaliste. Je sais même pas comment un tel film a pu être conçu. Enfin, c'est une licence de comics, oui, se lance dans la bagarre, voilà. Mais tu vois, c'est triste. Enfin, Sony, vraiment, mais je me demande qui sont les mecs qui gèrent Sony, parce que on dirait qu'ils ont jamais réussi à comprendre comment, lancer une franchise. Ils ont foiré avec The Amazing Spider-Man. Bon, j'ai pas vu les films, peut-être que c'est pas si mal que ça, hein. Mais tu vois, ça s'est planté au bout de 2 films. Là, ils ont l'occasion ils vont en lancer une avec les Spider-Man en animé, tu vois. J'étais en train de me dire, bon, peut-être qu'ils ont enfin compris comment faire un truc à peu près potable, un truc organisé bien. Et là, tu me dis qu'ils veulent faire une franchise à partir de ça. Mais alors, bon, même si je pense que ça va être difficile de faire pire que le premier opus, je veux pas trop m'avancer parce que il y a moyen qu'ils y arrivent quand même, mais ça me fait un peu peur. Mais je comprends même pas, en fait. Enfin, à quel moment, économiquement, il y a un raisonnement où les mecs se sont dit, tiens, c'est viable, tu vois. Ouais, c'est une bonne réaction. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vu Dave Wilson apparaître à la fin, genre réalisé par, j'ai soufflé aussi. Non, mais après, j'ai envie de dire, c'est c'est du commercial purement. Et quand on se dit que des films comme Fast and Furious font énormément d'entrées, on se dit que un film avec Vin Diesel et qui ne propose pas autre chose que de l'action avec un pseudo-scénar tiré de comics, bon, le comics a succès, hein. C'est ça, en fait, c'est qu'il y a un comics derrière, donc ça fait vraiment super-héros aussi. C'est ça. Mais tu vois, le truc, c'est ils comprennent pas, ces gens-là, que dans Fast and Furious, bon, même si j'ai pas tout vu, etc., mais il y a quand même, il y a des réals qui sont pas choisis au pif, il y a quand même James Wan qui a fait un opus, il faut se renseigner, on dirait qu'ils se renseignent même pas sur comment faire, en fait. Faire un film? Ouais, c'est presque effrayant, on dirait qu'il croit qu'il y a une recette magique, comme ça, c'est comics, star à gros bras chauves, c'est bon, on va tout casser, littéralement. Sauf que non, là, on a cassé des bras, hein, ouais. Là, quand même. J'ai pas compté le nombre de bras cassés qu'il y a eu dans le film. Bah déjà l'équipe technique. Voilà. Ça fait beaucoup. On est tellement vache avec ce film et il le mérite tellement, je vous jure. J'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, on n'est pas des méchants, hein, mais quand c'est mérité. Mais c'est jamais agréable de cracher sur un film, mais bon. Non, mais je le mettrais, tu sais, dans ce film que tu regardes du coin de l'œil en déconnant avec quelqu'un à côté, tu vois. Mais même pas, je te promets Thomas, même pas ça, quoi. Franchement, je l'infligerai à personne. Je vais t'amuser à chronométrer quand Baboulinet se réveille, je l'appelle comme ça, pardon. Ou alors on fait des jeux à boire, hein. Et que donc il y a Guy Pearce qui lui fait son speech et donc il y a KT, voilà. Non, pardon, j'oublie le prénom du personnage. Donc qui est derrière, qui suit, hein. Elle ne sert absolument à rien, si ce n'est à exposer son haut moulant blanc pendant la scène. Non, mais tu vois, Vin Diesel, regarde, on a cette image de Vin Diesel combien de temps elle met avant de parler. Regarde, dans les Fast and Furious ou dans les Triple X, on a l'habitude de voir Vin Diesel entouré de bombasses tout le temps, tu vois. Et pourtant, elles ont d'autres utilités, tu vois. Elles servent à quelque chose. Là, ça aurait dû marcher aussi, sauf que je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché. Je sais pas ce qui va pas dans ce film, mais je sais pas. Elle est. Non, mais là, quand même, là, dans l'équipe, ils ont tous été modifiés. Donc, Yanner, il est sniper et on lui a mis des yeux bioniques sur le torse. Yanner, il a marché sur une mine, on lui a remis des bras mécaniques.
Et elle a un problème respiratoire, donc on lui a fait un trou au niveau de la gorge. thorax. Du thorax. Enfin, au niveau Ouais. au-dessus de la poitrine de la gorge. Donc c'est vachement élégant. Voilà. Et Non, du tout est coup- de grande classe. Tout est de grande classe dans ce film. Franchement, tu vois, ça me fait Non, mais presque par exemple- reconsidérer 68 kills. Hein. Je trouve que, là, tu vois, le côté, quand tu disais oui, on peut le regarder dernier avec un pote, là, pour le coup, je suis pas d'accord, mais à la limite, 68 kills, oui, parce que même à la limite, tu peux te moquer des trucs qui vont pas dans le film, parce que c'est un peu rigolo. Là, même pas, enfin, vraiment, c'est juste un naufrage. Un naufrage qui dure longtemps. Mais même c'est de la souffrance. mais même l'aspect technologique, enfin des bras, de la technologie avec laquelle ils ont été modifiés, je pensais, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais je pensais par exemple à G.I. Joe ou à Pacific Rim où t'as plein de trucs comme ça, des bras armés, de la robotique, des trucs comme ça pète beaucoup plus que là tout c'est épuré à tel point que en fait ça en devient même plus impressionnant, quoi. On n'est plus impressionné par ce genre de choses. C'est dingue. Alors que ça serait cool, tu vois, les nanorobots. J'avais fait une petite remarque en commençant le film, ça m'avait fait penser à la série Jake 2.0, où le gars se retrouve en fait avec des nanobots dans le corps. C'est exactement ça, quoi. C'était une série qui passait à la télé, et là, voilà, on a eu exactement la même chose, quoi. Même les zooms sur les nanorobots qui font leur boulot, etc. Enfin, voilà, quoi. C'est qui en plus n'a aucune logique, parce que j'aimerais quand même revenir sur un truc, c'est que quand Vin Diesel se fait exploser la gueule, les robots flottent dans l'air comme ça et viennent reconstituer les couches de sa peau, ses os, etc. Et puis à un moment donné, il se coupe la main et il verse du sang robotique, je sais pas ce que Oui, non, mais dans un film qui verre. respecte pas ses propres règles et à la fin. Donc, il est censé avoir une limite quand même, tu vois. Mais parce que il y a pas de kryptonite dans cet univers-là, donc il fait un peu ce qu'il veut. Enfin, ou d'équivalent. Et donc, il passe le film à dire t'es à la limite, tu vas pas y arriver, et il va jusqu'au bout, et donc il fait tout péter, et donc il est censé avoir plus d'énergie, quoi. Et donc il se refait péter quand même, et il est relâ à la fin, et ok. C'est ce que j'ai appelé le petit moment Babylon AD. Ça m'a fait penser à ça. Ah non. Mais ça aussi, cette histoire de ça chauffe quand ça les arrange, bon. Ce qui est bien, c'est que c'est un film devant lequel on pense à plein d'autres trucs, même pas forcément beaucoup mieux, hein. Mais juste là, on a l'impression que c'est un patchwork de plein de trucs bons ou pas bons, mais version Wish. C'est terrible. Enfin, moi, tout le film, par exemple, tout pas G.I. Joe, moi, tout le film, je pensais à genre X-Men Origins Wolverine sans le côté fun, mélangé au Truman Show. C'est terrible, mais tu vois, tu dis ça et... Wolverine d'origine, c'était bien affreux. Non, je trouve que, non. Mais alors, c'était non, drôle, je trouve un que petit les peu. effets spéciaux, les effets sont quand même mieux fichus que dans Wolverine Origin, Oui, même le film a 12 ans, quoi. comparable. Enfin, oui. Enfin, le film a, mais au moins X-Men Origins Wolverine, c'est complètement con, mais au moins je rigole devant, il y a des trucs qui me font marrer. Là, juste, non, en fait. Je sais pas, peut-être... Wolverine Origin, c'est quand même, il coupait à côté de son lavabo quand même, et le lavabo tombait. Enfin, c'était. Oui, il y avait des trucs, enfin, c'était débile. Mais, et puis même, il y a Will.i.am dans le film. Enfin, voilà, il y a toute une galerie de choses qui font qu'on peut un minimum s'amuser. Là, les personnages, il y a aucun qui se dénote, même Vin Diesel. Enfin, c'est random chauve point execute, quoi. C'est, voilà, il est là, puis il tape sur des murs et il est content. Je sais pas, ça finit, je suppose. Et du coup, non, parce que si le film marche, ils vont se faire une suite. Ce qui dit qu'on sera peut-être amené un jour à parler de Bloodshot 2, le retour de la revanche. Avec Thierry en caméo, j'espère quand même. Hein. Retour de la revanche. Imaginez, on découvre qu'il a un frère jumeau et c'est Thierry. Mais en fait, il doit se battre le contre secret de Thierry, c'est que Thierry voit des mauvais films mais il a des nanomachines qui remodèlent sa mémoire pour le préserver, en fait. C'est pour ça que je me rappelle pas. C'est ça. Une chance incroyable. Hein. Franchement, je pense que je préfère voir n'importe quel film sur le confinement par Danny Boone que ça. On a un scénar là. Thierry va voir des mauvais films, il se fait du mal parce que c'est vraiment des mauvais films. Du coup, les nanomachines le réparent. Et moi, je lui efface la mémoire pour le renvoyer voir d'autres mauvais films. Je pense que là, on a un bon scénar. Je peux arrêter d'être le bisu de tes films de merde? Thierry, j'ai une vraie question. Est-ce que tu préfères, je sais pas, genre revoir un truc genre l'élève du Kobu 3 ou ça? Oh. Bah, écoute, l'élève du Kobe 3, je m'en rappelle. Ouais. Aussi honteux que ça puisse paraître. Je me rappelle de la gêne qu'on a ressentie avec Gabin devant ce film.
Au moins, t'as Ça senti fait quelque déjà chose. Moi, personnellement, le bof au fond de moi irait voir Bloodshot quand même. Voilà, faut assumer un peu sa part de bof. Voilà, j'ai ma part féminine d'un J'avoue. côté, ma part de bof de l'autre. Bon. Ouais, ouais, je sais pas. Mais moi, je l'ai eu aussi forcément, mais elle m'attire même pas à voir ça, tu vois. Franchement, j'aurais pas été le voir sans ça, enfin, que ça ait Mais été en salle même ou cette autre. part de bof disait, oui, bon là quand même, c'est un peu. Ouais. Ouais, non, mais voilà, c'est forcément, non, mais là, bien sûr. Là, les potards sont même plus à fond, c'est du jamais vu, hein. Oh, quelle déception, franchement, c'était une daube. Je pense que comme c'est un film à franchise où il doit y avoir des suites, il n'y a pas eu d'histoire directement avec la fille dont le nom se fait en 2 lettres en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour ou de sexe. Mais ou quoi que non, ce mais soit. la fin, déjà, on n'est pas loin, hein. Franchement, j'ai cru qu'il allait lui rouler un gigapatin Ouais. sur le fond du coucher de soleil, avec le coucher de soleil en fond, hein. J'étais en mode, alors, on va sombrer absolument, ça y est, c'est fini. Limite, j'aurais presque préféré. Ça aurait été vraiment aller jusqu'au bout. Enfin, tu te dis, bon, quitte à être un ramassé de clichés dégueulasse, autant y aller. Mais même pas. Ah non, ça j'ai bien aimé, franchement, qu'il se roule pas de pelle. Mais c'est presque le problème. C'était parfait pour moi. C'est qu'en fait, le film se prend presque trop au sérieux, en fait. Ah oui, il se prend carrément au sérieux et c'est ça son problème. C'est ça le problème. J'ai quand même très mal pour ceux qui ont payé $20 pour voir ça. je ris de dépit, c'est horrible. Non mais c'est vrai qu'après, pour voir ce genre de truc, je pense qu'il faut avoir une belle installation pour le voir dans des conditions qui valent à peu près le coup, parce que le seul argument du film, si on peut dire qu'il y a un argument, c'est les scènes d'action, qui sont censées être filmées en méga résolution de la mort, mais si t'as pas le matos pour mater ça... Mais Thomas, arrête. Franchement, si on était allé le voir au ciné, tu penses qu'on n'aurait pas chié dessus comme là maintenant? On aurait détesté tout autant. Justement, ça aurait pris tout ton champ de vision en plus, ça aurait été presque encore pire, tu vois. La déception aurait été encore plus grande. Ouais, puis en plus, franchement, les scènes en haute résolution, enfin, tu lances un truc genre Red Dead Redemption 2, t'as des cinématiques qui sont encore plus belles et plus intéressantes à regarder, quoi. Même si c'est juste un mec qui dépaisse un loup, tu vois. Donc, niveau même le matos, je sais franchement pas si ça change grand chose, là. Hein. Pauvre babouliné. Pauvre babouliné. Bon, j'espère. Grâce à ça, il fera un Reddick derrière. J'espère pour lui qu'il sera content de ce film et que nous aussi, j'espère aussi. Il y a intérêt. On a déjà été content d'un Reddick. Donc c'est une émission un peu spéciale hein, sur les films qui ont annulé leur sortie en salle pour sortir directement en VOD. C'était le cas notamment de films comme Fort ou Pinocchio qui sont sortis sur Amazon. D'ailleurs, on l'a pas précisé. Non, si on l'a précisé, Bloodshot et l'incroyable Mr. Roger sont sur Amazon. Alors la justification pour les films européens, bon, pour Pinocchio et pour Fort, c'était que, j'avais voulu le préciser, c'est que comme ils ont déjà payé du budget com, et que s'ils reportaient la sortie, ils étaient obligés de ressortir du budget com, c'était pas forcément rentable, donc ils ont préféré vendre à vil prix, mais pas loin, à Amazon, pour amortir les pertes. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous aviez vu, vous aussi, d'autres films qui devaient sortir en salle et qui finalement sont sortis en ligne? Par exemple, Pinocchio, je sais que tu l'avais vu, Ellie. Ouais, moi je l'ai vu, j'ai écrit un magnifique article sur le site On se fait un ciné, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent aller lire ça, et non, mais c'est intéressant, mais c'est un peu dommage, c'est une petite déception, mais pas non plus affreux, je trouve que le film est assez mignon, il y a un côté un petit peu bizarre qui a du charme, mais que ça manque il manque un peu de fantaisie dans sa mise en scène, en global, pour vraiment nous emporter dans cette histoire qui est quand même si on l'a vu et revu, l'univers qu'il essayait de développer en fond aurait pu être encore plus percutant, je pense, que ce qu'il en fait au final. C'est un peu dommage. Mais sinon, ça va, c'est un bon moment. Hein. Ouais, c'est ça. On a une esthétique qui fait penser à Tale of Tales de Matteo Garonne toujours, mais en plus enfant, parce que c'est Pinocchio, donc c'est quand même un conte pour enfants. Et puis, c'est un film pour enfants trop long, et comme c'est trop long pour les enfants et que c'est pour les enfants, c'est aussi trop long pour les adultes. Je trouve que ça aurait mérité d'être plus efficace, hein, plus ramassé. Enfin bon, un peu déçu. Pourtant, j'avais bien aimé Tale of Tales. Enfin voilà. Et aussi, pourquoi est-ce que je suis si sympa avec Baboulinet? Parce que je l'ai pas tant souffert que ça. C'est que dans la même journée, j'ai vu Fort aussi. Et du coup, j'en déduis que c'est encore pire que ça. En fait, c'est pas très très bon, quoi. Surprise! C'est le film de Mela Bedia qui joue une femme avec certaines... Elle a des bourrelets, Thomas. Elle a des bourrelets. Okay, bon, voilà. C'est pas grave. Donc, elle a du mal avec les mecs et du coup elle veut se lancer dans le pole dance et voilà. Et donc c'est un film sur sur les préjugés qu'on a et tout ça. Et ok, il y a un message sympa, le message est intéressant, mais ça n'a de comédie que la classification parce que c'est pas drôle en ce moment, quoi. Mais il y a Valérie Le Mercier. Oui,
Rosebank et Valérie Lemercier, c'est la seule qui joue à peu près. Moi j'aime bien quand il y a Valérie Lemercier. Ouais, c'est un peu léger pour soutenir tout ça, quoi. Pour porter le film à bout de bras, c'est un peu léger. Moi, je suis fan de Jonathan Cohen, hein, mais pareil, ça suffit pas. Hein. On va porter des trucs à bout de bras, il en faut quand tu fais du Donc pole dance. voilà. Hein. Et une fois que t'as vu ça, bon, ben, du coup, tu relativises, quoi. Tu vois, Bloodshot, tout ça. Monsieur Roger. Tu remets tout en perspective. Ah, c'est ça. C'est bien. Ça, je suis comme Mr. Roger. Je me dis que bon, finalement, ça sert à rien d'avoir de la haine contre les films. Il aura servi à quelque chose, ce film, c'est bien. C'est une fin d'émission. Alors, on n'a pas vraiment de points communs par rapport à l'autre. Je m'aperçois que c'est la 11e émission quand même depuis la fermeture des cinémas. Et on a vu aussi dans les émissions précédentes beaucoup de plateformes. J'aimerais juste vous poser. Alors là, on n'aura pas de verdict sur la plateforme. Hein, ça va être compliqué. Donc, au lieu d'avoir un verdict sur la plateforme, juste pour savoir, est-ce que vous avez gardé des abonnements à des plateformes? Moi, j'ai gardé Outbuster pour l'instant. Ouais. Voilà. Et Prime, parce que voilà, c'est un paiement à l'année, donc c'est un peu malgré moi, mais voilà. Sinon, les autres, il y en a que j'ai trouvé intéressantes, mais bon, j'ai un budget que je me dois de respecter, donc j'en ai envie, mais pas forcément pour tout de suite. Mais il y en a qui m'ont beaucoup intéressé, donc ouais. Ellie, t'as gardé des plateformes dans celles qu'on a vues ou pas Oui, Mubi, qui d'ailleurs a lancé sa vidéothèque dans la semaine, et là je peux vous dire, mes amis, c'est peut-être la plus grande chose qui soit arrivée ces 2 derniers mois, car ils sont passés en mode Netflix, sauf que le catalogue Mubi, c'est une dinguerie, hein. Il y a le cinéma mondial à portée de main, c'est vraiment fou. Donc tous ceux qui sont abonnés à Mubi et qui n'étaient pas au courant, profitez, et s'il y en a que ça peut motiver à se réabonner à Mubi, vraiment foncez, il y a vraiment de tout, avec des rétrospectives. Là, en ce moment en France, pour le catalogue français, il y a une rétrospective Werner Herzog, Christophe Kieslowski, il y a quelques films de David Lynch, il y a pas mal de choses, c'est vraiment chouette. Et sinon, je suis toujours abonné à la Cinétech, donc voilà, je crois que c'est à peu près tout, j'ai de me souvenir, mais non, je crois que c'est bon. C'est les deux auxquels je voulais m'abonner, justement. Ouais, ouais. Après, je pense que je vais me mettre à Outbusters, me remettre à Outbusters. Juste là, c'était un peu compliqué, mais voilà. Viens. C'est juste pour regarder des films avec Thierry et rigoler. Ah, oui. Voilà. Parce que j'aime bien passer des bons moments comme ça en regardant des trucs bizarres. Viens, on est très bien. Moi, alors, on en a pas parlé une seule fois là, du coup, depuis le début de l'émission. Moi, j'ai gardé Hotbuster, voilà, comme si on l'avait pas assez dit. Bon, j'ai toujours Netflix parce que je l'avais déjà par défaut et que y en a à la maison qui vont me péter des câbles si je l'enlève, même si je m'en fous. Mais oui, non, voilà, toujours la même surprise. Hein, c'était la semaine dernière et c'est toujours autant. Voilà. Ok. Et j'espère sincèrement que le 7 octobre, les salles vont rouvrir, parce qu'il faut quand même préciser que le 7 octobre, ce sera la plus belle semaine de l'année. Thomas, on l'a vu ensemble. C'est la semaine où sortiront Mort sur le Nil de Kenneth Branagh et Monster Hunter de Paul W.S. Anderson. Et j'ai tellement hâte. Avec Mia Jovovich, oui. Ça va être... Oh mon dieu, quel plaisir. Je sais pas quel film j'attends le moins entre les deux. Quelque chose me dit que je vais préférer me coincer les doigts dans une porte ce jour-là. Avec Thomas, on a aussi établi que l'année 2021, ça allait être l'année de l'horreur. Oui, alors on s'est amusé. Alors, c'est pas définitif et les dates sont pas encore fixées, donc ça reste à voir. Mais grosso modo, de tous les films qui ont été reportés, ceux qui ont été reportés en 2020 sont ceux qui nous font envie, alors que ceux qui ont été reportés en 2021 sont ceux qui ont l'air vraiment affreux. Mais bon, c'est une règle générale, il y a des cas particuliers. Hein. Mais... Non, mais c'est connu, hein, c'est après la peste, le choléra. Hein. Donc, il y a quand même des bons trucs qui vont sortir en 2021. Il y a Edgar Wright qui va sortir son film. Faut pas perdre espoir. En avril, c'est vrai. Il va y avoir quelques bons trucs, je pense. Et puis du coup, il y a moyen même que d'autres sorties, je sais pas, Dune risque d'être décalé. Il y a encore, on sait pas trop. Il y aura Kaamelott. Et Kaamelott sort 2021 du coup quand c'est annoncé. Non, c'est en 2020 toujours. Je viens juste d'y penser. C'est toujours pour. Il y aura Kaamelott. C'est toujours pour la rentrée cette année là. Elle sera pas en novembre. Il va y avoir quand même, je pense qu'en vrai, même si oui, il va y avoir peut-être plus de purges qu'à l'accoutumée, il y aura quand même des trucs à se mettre sous la dent, j'espère. Jungle Cruise. Ah bah voilà. Parfait. Black Widow. Putain, enfant, mon dieu. Oh, Seigneur. L'horreur, quasiment le nazisme. Black Adam, Shazam 2. Oh, putain. Oh, secours. Merci les comic book movies d'exister pour me faire aller moins au cinéma qu'à l'accoutumée. Suicide Squad, David Ayer Cut. Non. Ah oui, Suicide Squad, j'ai eu la nausée, arrête. Va y avoir toutes les cuts l'année prochaine. C'est incroyable. Déjà, il va y avoir le James Gunn, mais si ça marche pas, ils vont demander la David Ayer, ça va être génial.
Mais Thomas, t'as parlé de tes plateformes, toi, ou pas? Alors moi, pour l'instant, j'ai gardé Outbuster, mais Mm. c'est vrai que bon, C'est du beau choix. ça. c'est des petits films sympas, voilà. J'ai gardé la Cinétech. Voilà, par contre, j'ai gardé la Cinétech. Yeah. Voilà. Parce que Mubi aussi, c'est sympa, mais c'est bon, j'étais moyennement satisfait du choix qu'on a fait, et puis je trouve que la Cinétech est plus sympa, même si c'est très subjectif et qu'en réalité les deux sont très bien. Voilà, c'est juste. C'est complètement différent après, mais oui, je comprends. Après, le truc qui est bien, c'est que Mais du coup, Mubi, maintenant... si tu me dis qu'ils mettent à dispo Ah bah là, maintenant, il y a genre une peut-être vidéothèque 600 à films. côté, Hein. Là, il y a peut-être genre Ouais, 500 films, enfin, je sais pas combien il y en a, c'est hallucinant. Et moi, j'étais quand ils ont annoncé ça, j'ai été voir, je me suis dit, bon, ils vont faire peut-être comme Carlotta, tu vois, mettre une petite sélection de films par-ci par-là. J'ai passé peut-être 2 heures à éplucher le catalogue. Bon, par contre, c'est pas, c'est Mubi, donc l'ergonomie est pas folle, hein, mais bon. C'est, les films proposés, il y a vraiment, pour s'ouvrir, niveau culture, c'est intéressant, et du cinéma philippin comme du cinéma français avec du Truffaut, comme, je sais pas, du Godard, du cinéma américain. Bon, pas beaucoup de trucs classiques Hollywood, mais il y a de quoi faire. Ils ont mis des trucs, genre, il y a un cinéaste français qui s'appelle Jean Painlevé qui a fait des documentaires aquatiques dans les années 30, par exemple, et il y a une sélection de, je sais pas, de 10-15 films comme ça. Ça a l'air très beau. Et voilà, c'est très varié. Donc c'est bien. C'est toujours un acteur intéressant en plus, quoi. Enfin, encore plus intéressant qu'il l'était, je veux dire. Bon, je crois qu'on a commencé les recos un peu, j'ai l'impression, donc autant y aller de plein pied. Tant qu'on recommande ce qui se passe sur les plateformes, autant en profiter. Bon, cette fois-ci, je peux pas vous dire de recommander sur une plateforme puisqu'on n'a pas parlé vraiment d'une plateforme en particulier. Donc c'est un peu open bar sur les recos. Enfin, limité à 2 quand même. Hein. On va se calmer les gars. Et Ellie, t'as commencé, donc je te laisse faire tes recos. Moi, j'ai prévu que 2 en plus. J'ai été sage. Je t'en prie. Bah, en fait, j'ai réagi par rapport au film qu'on a vu, et comme on a vu The Room, qui parle entre autres, principalement même de la peur de la parentalité, etc. Et je vais recommander le film Eraserhead de David Lynch. Oh. Donc son tout premier film. Donc, mais un énorme avertissement quand même. Hein. Oui, bien sûr. Attention, c'est pas, voilà, c'est très particulier. C'est un film qui est particulièrement anxiogène, qui est très très déroutant. C'est assez expérimental, surréaliste. C'est vraiment un délire lynchien assez fou. Donc si on n'est pas habitué avec son cinéma, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée, mais ça peut être aussi une tentative intéressante. Et donc en fait dedans on suit un personnage qui s'appelle Henry, qui est interprété par Jack Nance, qui va rencontrer ses beaux-parents et s'installer avec sa petite amie qui est enceinte, et elle va accoucher et ça part en vrille. Voilà, pour résumer, et il y a en plus une idée un peu de confinement parce que le cœur du film se passe dans le petit appartement d'Henry, et voilà, et c'est sur un personnage qui va essayer de gérer tout ça alors qu'il est pas du tout prêt. Sauf que bien sûr c'est sa version David Lynch, donc c'est très chelou. Et donc voilà, c'est comme je disais, c'est pas forcément évident à regarder, mais ça peut être très intéressant, et franchement c'est je pense un de ses tout meilleurs films à David Lynch alors que c'est son premier. Et donc voilà. Et sinon une reco qui en est pas vraiment une, c'est juste comme Michel Piccoli est mort la semaine passée, et Jean-Loup Dabadi aussi, dans la foulée, même s'il est passé à la télé, je propose de voir Les choses de la vie de Claude Sauté, qui est un de mes films français préférés, et un film bouleversant, donc qui rappelle que la vie c'est une accumulation de plein de petits détails, et que c'est un peu ce qui en fait le charme, et que c'est beau de la vivre. Et il y a une relation il y a le couple Michel Piccoli et Romy Schneider qui est très très juste dedans. Et voilà, c'est un film fort avec une mise en scène vraiment virtuose. Et en plus, pour ceux qui veulent se mettre l'eau à la bouche, ils peuvent aller écouter La chanson d'Hélène sur YouTube, qui est donc une chanson basée sur la BO du film, interprétée par Piccoli et Schneider justement. Voilà. Donc d'en parler, j'ai des sanglots. Merci, belle reco. Il y a ça? Alors pour moi cette semaine ce sera pas des films parce que j'ai majoritairement fait musique et lecture. Donc en ce qui concerne la musique, retour sur Arte Concert où il y avait la retransmission du concert de Lynyrd Skynyrd au Hellfest de l'année dernière. Voilà, c'était 1 heure de pur bonheur, je me suis éclatée. C'est parmi les papas du rock, et voilà, si vous aimez ça, allez-y, c'est extraordinaire, c'est génial. C'est du bon rock, hein. Voilà. Et vous allez même découvrir, si vous ne connaissez pas le nom du groupe, vous allez forcément reconnaître des titres parce que voilà, c'est des gros succès qui sont là depuis longtemps. Deuxième reco, ça sera un bouquin, ça s'appelle Cherub, et c'est une série de livres d'espionnage. Alors c'est des adolescents qui deviennent espions, c'est assez rocambolesque.
Ça reste des ados, donc très souvent, j'ai très envie de les gifler parce qu'ils ont des réactions complètement débiles. Mais à la fois, c'est des espions, donc ils font des trucs super géniaux. Donc voilà, c'est un petit peu la lecture détente où je me prends pas la tête et je prends vraiment du bon temps à lire ça, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu mes fantasmes adolescents qui reviennent quand je rêvais d'être engagée par la CIA, quand je savais pas encore que c'était dangereux. Donc voilà. Cool. Merci à ça. Thierry, tes recos? Ouais, alors 2 recos, donc une qui est sur Outbuster, parce que du coup j'ai quand même continué à pas mal décortiquer la plateforme là en une semaine, j'en ai maté à peu près un par jour. C'est Micro-Habitat. Alors c'est un film coréen qui est une petite surprise, comme souvent avec les films coréens, vous me direz quand j'en parle, qui parle donc de Miso. Miso en fait c'est une jeune fille qui se retrouve dans une situation assez particulière, c'est-à-dire que elle travaille pas énormément, là elle vient de trouver un travail en tant qu'aide ménagère pour une nana qui tient un salon de manucure, donc du coup elle va travailler là, mais j'imagine qu'elle gagne pas, enfin, on dit son salaire, ça a l'air de lui convenir, mais vu le peu qu'elle travaille, elle doit pas gagner grand chose. Elle est dans un appartement qui est très insalubre, comme beaucoup de classes très basses en Corée qui galèrent à mort à se loger. Pense aux entresols dans Parasite, avec la famille Kim. Et en gros, elle réalise tout à coup elle s'est mise à fumer, en partie à cause de la patronne du salon, et elle réalise que le paquet de clopes qu'elle prend habituellement, on lui dit que ça passe de 2000 won à 4500 won. Tout à coup, donc le coût de la vie n'augmente pas, il double sur ce genre de choses. Et du coup, elle fait une liste de ce qu'elle doit abandonner dans ses dépenses mensuelles pour justement pouvoir continuer à fumer. Et elle décide de laisser tomber son logement, en fait. Donc elle prend ses clics et ses claques, elle se casse comme ça du jour au lendemain avec ses valises. Elle prend une liste de potes et elle décide d'aller les voir un par un et de leur demander de l'héberger. Et donc en fait, le film va se présenter comme un ensemble de portraits. On va aller rencontrer chacune de ces personnes qui vont l'héberger à tour de rôle, avec des fois la désapprobation du copain de Miso, qui veut pas par exemple qu'elle aille chez des garçons ou quoi que ce soit parce que c'est le déshonneur, faut pas aller chez des gars, voilà, plein de choses comme ça. Et on va voir en fait un portrait de la vie des Coréens. On va tomber sur toutes les frustrations sociales, sur des nanas qui par exemple elles se sont trouvées un mari, du coup elles vivent avec, elles peuvent plus sortir de chez elles sont obligées de travailler dans la maison et de s'occuper de leur mari, des beaux-parents, et dès qu'elles font un truc mal, elles se font taper sur la gueule. Voilà, c'est suggéré, mais c'est aussi, il y a des choses qui sont montrées, il y a plein de choses, et on va faire un panel de toutes ces espèces de pressions sociales coréennes qui te disent que, en gros, si à 30 ans t'as pas de mari, t'as raté ta vie, si à 30 ans t'as pas de femme, t'es un mauvais garçon, reste avec tes parents et ne te montre plus dans la société. Et Miso va passer de foyer en foyer, elle qui est totalement libre, du coup, qui a juste pas de logement et qui s'en fout royalement, et va un peu chambouler tout ça. Et c'est super beau, c'est vraiment un ensemble de portraits, et tu passes un super moment, c'est tout doux. Tu plains un peu tout le monde, t'as envie d'aller changer le monde avec eux, et voilà, c'est vachement bien. Donc Micro-Habitat, et j'ai jeté un gros vent, plus personne ne parle. Mais non, mais on t'écoute. Continue. Et alors la deuxième, donc c'est un film classique qui date de 61, donc je suis allé le chercher, vous pouvez potentiellement le louer, toujours sur Apple, 3,99, pas cher. Pour ce que c'est pas cher, c'est Les Désaxés de John Huston. Donc ça, c'est quand même bien plus connu. Les Désaxés, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Roselyne, qui est jouée par Marilyn Monroe, qui est une jeune divorcée, donc ça se passe à Reno, qui est la ville où on peut divorcer assez facilement, et qui va en fait se lier d'amitié avec un fermier qui prétend justement être totalement libre, être hors des conventions. Il a pas d'employeur, il travaille tout seul, il est libre comme l'air, il bosse quand il veut, il gagne de l'argent quand il en a envie, et il est joué par Clark Gable, et du coup elle va se retrouver liée d'amitié avec lui. Lui il veut beaucoup plus, elle beaucoup moins, et en fait à partir de là elle va se retrouver dans une sorte, pas de triangle amoureux, mais elle va être l'objet de toutes les convoitises. Tous les potes de ce mec-là vont se mettre à lui tourner autour, à lui demander des avances. Elle va s'y refuser régulièrement, se rendre compte qu'en fait elle n'est qu'un objet de désir pour eux. Et c'est assez intéressant parce que ça parle en fait de tout le mythe américain, parce qu'elle le fantasme énormément en se disant c'est génial, attends, le mec c'est un héros américain qui a fait l'American Dream, et en fait voilà, elle va se rendre compte que c'est aussi des pauvres types qui vivent de choses finalement pas forcément très légales et pas très éthiques non plus. Et voilà, et ça va être la descente aux enfers de cette espèce de mythe américain tel qu'on le voyait, parce qu'on est en 61, on est sur la fin justement, même le cinéma est en train d'avoir un certain tournant, et ça se sent dans le cinéma de John Huston qui commence à éculer tous ces clichés pour justement partir sur d'autres bases. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est au début des années 60 et que ce film parle d'objectisation de la femme. Alors, c'est pas les critiques qui lui sont faites généralement, j'ai cherché un petit peu, c'est assez décevant d'ailleurs de voir qu'on l'a pas nommé comme tel, mais justement on parle d'une femme totalement libre qui se refuse à tout homme et qui va justement péter un cap parce que tous les mecs peuvent pas s'imaginer, autre chose que de l'avoir dans leur pieu quoi. Et c'est ce qui est assez génial, ça parle de spécisme aussi. Et c'est assez fou que ça en parle aussitôt et aussi bien. Voilà. Et on retient surtout ce film, parce que bon, il a pas du tout marché, mais on le retient surtout parce que c'est le dernier film qu'a fait Clark Gable. Il est mort 12 jours après le tournage, en partie parce qu'il était épuisé de ce tournage. De Marilyn.
Et il disait de Marilyn Monroe qu'elle lui avait limite filé des attaques cardiaques sur le tournage tellement elle était vive et tellement ils avaient du mal à s'entendre. Et c'est, bon, selon beaucoup, c'est ce qui l'a tué, mais on sait pas vraiment, il est sûrement en mauvaise santé, il avait 59 ans. Et Marilyn Monroe qui était déjà excessivement dépressive, donc les réceptions du film et aussi, de toute façon, les constats sociaux qu'elle faisait déjà dans ce film l'ont énormément encore plus anéanti. Et 2 ans après, on savait qu'elle mettait fin à ses jours en partie à cause de ça, et parce qu'elle aura même pas terminé le film dans lequel elle jouait par la suite. Donc on l'a retenue pour ça. C'est dommage qu'on l'ait retenue en grande partie que pour ça, en mode regardez, c'est le dernier film de Deux Géants. Parce que c'est un film qui est extrêmement important dans ce qu'il raconte. Et Ellie, je crois que tu l'as vu, donc tu peux sûrement confirmer. Non, pas du tout, pour le coup, j'ai pas vu, mais je connaissais le background avec le côté très crépusculaire du film. Mais aussi le fait que il a été écrit pour Marilyn, en fait, le rôle. Par son futur... Le mec qui s'est marié avec, ou qui allait se marier, je sais plus. C'est ça. Arthur Miller. Et c'est ce qui fait aussi que c'est très intéressant d'un point de vue... sociologique, le fait étudier le rapport à la femme américaine, en plus Marilyn Monroe qui est quand même voilà, c'est pas n'importe qui quoi, c'était vraiment le sexe symbole américain, donc non, ça a l'air intéressant. C'est un film que j'ai envie de voir depuis longtemps, donc qu'est-ce que non, on éclate les deux images. Elle, on lui éclate son image de sexe symbole, et Clark Gable, on lui éclate son image de bel homme possible quoi. C'est bien. On l'éclate tout court, oui. Bon, parce que j'hésitais à faire la blague, en quelque sorte, ouais. Je suis là pour ça. Ça m'a donné envie en tout cas. C'est fait pour ça. Ouf, tant mieux, c'est réussi. Et moi, tout le monde s'en fout. Mais non, ce que j'ai dit, et toi, on du coup, Thomas, attend. On s'est dit, ça y est, Thomas va nous donner les 2 meilleurs recos de l'émission. Évidemment, comme d'habitude. Non, alors pas 2, du coup, non, parce que déjà, la première, c'est un peu foireux, parce que c'est pas vraiment une reco. C'est ce week-end, là, dans les séries. Je regardais, alors sur Netflix, oui, parce que j'ai pas compté Netflix et Amazon que j'ai, mais c'est parce que c'est partagé avec la famille, c'est compliqué, tout ça. Je regardais Hollywood, qui est une série qui parle d'Hollywood. Juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une version un peu romancée, un peu idéalisée, qui se dit, tiens, si on faisait des films avec des noirs et des homosexuels dans l'Hollywood d'après-guerre. Et donc le principe, là, le speech, ce sont des acteurs, des jeunes acteurs et réalisateurs qui sont prêts à tout pour faire un film. Et c'est un peu glauque, même si la couleur est jolie, même si c'est tout beau, tout brillant comme Hollywood. C'est quand même un acteur qui va se prostituer, ou même pas le seul d'ailleurs, mais qui va se prostituer pour en attente de gagner assez d'argent pour survivre et rester à Hollywood. C'est de la promotion canapé, c'est des personnages assez affreux. On a Sheldon Cooper, je l'appelle comme ça, c'est triste, dans Big Bang Theory, c'est Jim Parsons qui joue, le nom de l'acteur c'est ça, hein, donc qui joue un agent vraiment affreux, homosexuel, qui ne recrute ses acteurs mais que en les abusant sexuellement, donc c'est une sorte de Weinstein, si tu veux, mais il est pas producteur, il est agent, enfin bon bref. Donc on retourne les codes, on utilise, alors ça c'est intéressant sur ce que ça dénonce, et puis à un moment donné, il y a un basculement de la série qui part en utopie où tout va bien et tout est brillant et tout le monde est sympa, qui est assez déroutant, pour pas dire autre chose. Donc je sais pas trop me caler par rapport à cette série, il me manque le dernier épisode, j'imagine que ça finit bien, mais en fait j'en sais rien, parce qu'il manque un épisode. Donc je suis très curieux de cette série, que bon, j'entends dire de tout et de rien, c'est des gens qui adorent, d'autres qui détestent, tout ça. Parce qu'il y a le côté utopiste que certains trouvent génial et d'autres au contraire trouvent très gnangnan. Et c'est vrai que par moments c'est un peu le monde des bisounours. Donc c'est une semi-reco pour celui-là. Par contre je vais compenser, donc je ne vais pas donner la meilleure reco, ni les 2 meilleures recos, je vais donner la centaine de meilleures recos d'un coup. Puisque, alors vous savez que les festivals sont fermés, hein. On n'a pas eu de festival de Cannes, on avait notre ami Quentin dans une émission précédente qui était très triste. Eh bien, là, la semaine prochaine sur YouTube, même maintenant, en fait, au moment où vous entendez cet épisode, même au moment de sa sortie, du 29 mai au 7 juin, il y a un festival du film sur YouTube organisé par Tribeca et en collaboration avec d'autres grands festivals comme Cannes, justement, Sundance, Tokyo, Berlin, même Annecy, Londres, enfin, plein d'autres festivals de films qui, pendant 10 jours, vont passer sur cette chaîne YouTube des films, des courts-métrages, des longs-métrages. Ça s'appelle We Are One Global Festival. C'est en ligne sur YouTube, ça a pour but de récolter des fonds également, pour la recherche contre la pandémie. Donc c'est pour la bonne cause. Il y aura 23 longs métrages, 8 documentaires, 57 courts métrages, 15 courts métrages de documentaires, des vidéoconférences d'archives, des exclusivités, des festivals, des œuvres en réalité virtuelle. Il y aura énormément d'offres pendant toute une semaine sur cette chaîne YouTube, et c'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Si vous pouvez pas aller dans un festival, là il y en a un là, la semaine prochaine. Alors moi je suis un peu dégoûté parce que je vais être en déménagement, je vais pas pouvoir en profiter. Voilà. Mais bon, j'y jetterai un petit coup d'œil de temps en temps. Ce sont des festivals qui contribuent en mettant quelques heures de programme chacun. Petite sélection offerte par chaque festival. Ça s'appelle We Are One, Global Festival, c'est sur YouTube. Sympa.
Et c'est donc la fin de l'émission. Merci, chers amis. C'est pas facile à dire merci, chers amis. Ah non, si ça va, j'arrive. Merci à ça. Merci Thomas. Merci Ellie. Merci. Merci Thierry. Je réalise que j'étais vraiment à la masse pendant cet épisode. Alors, il va falloir rattraper ça, mais bon, merci quand même les copains. Et on va choisir des meilleurs films pour la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, je te laisse les clés du camion, parce que je l'ai dit que je serai en déménagement, donc je ne pourrai pas être dans la prochaine émission, mais donc c'est Thierry qui s'occupe de la sélection. Je crois que j'ai les clés du camion, je vais pouvoir faire la voix de Jamie et tout, ça va être génial. Hé Jamie, je vais faire des voix off si tu veux. Alors Thierry, et alors fais des samples de toi et puis on les mettrait aléatoirement sur les films en faisant croire que c'est ce que t'as pensé. Ah là, c'est vraiment de la merde. Comme Thomas est pas là, je pense qu'il faut faire un focus sur Harakiri. Alors c'est le bon moment. C'est le moment. Je vous laisse me faire la surprise de la prochaine programmation. C'était Certains l'aiment à chaud. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, bien sûr, et bien d'autres. Et même sur YouTube depuis peu, on a mis des épisodes au chaud en ligne sur YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claac podcast, CLAAC podcast. Et nous laisser des petits messages. Est-ce que vous avez aimé l'émission? Est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Ou au contraire, qu'est-ce que vous avez adoré qu'on peut garder? Qu'est-ce que vous avez pensé des films également? D'ailleurs, on remercie, on a eu des messages, alors soit en MP, soit même on a eu des threads sur l'émission, sur des émissions précédentes sur la Cinétech. On a eu un thread sur la Cinétech. Ça nous a fait plaisir. Visiblement, on a eu une auditrice qui a beaucoup apprécié. Donc on salue Johanna. On lui fait coucou. Bisous. Bisous. Et également sur iTunes aussi, sur Apple Podcasts, vous pouvez aussi commenter, ça fait remonter la visibilité de l'émission et donc ça permet de la faire découvrir à plus de monde aussi. Si vous avez aimé, partagez, puis partagez aussi à vos amis parce que finalement nos meilleurs ambassadeurs c'est vous. Si vous avez aimé l'émission, le meilleur moyen de la soutenir c'est de la partager, de la faire connaître, d'en parler autour de vous, d'en parler à vos copains ou à d'autres amateurs de ciné ou même ceux qui connaissent pas forcément le ciné à fond. C'est comme ça aussi que vous pouvez nous aider. On se retrouve à la semaine prochaine. Enfin, moi je vous retrouve plus tard, mais en tout cas, je vous laisse entre les mains de Thierry qui va très très bien s'occuper de vous la semaine prochaine. Oh, toi tu me flattes. À très bientôt. Bisous, bisous, bisous. 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 Ah, on n'a pas... Qui n'a pas mis son téléphone en veille? C'est moi. C'est le téléphone de Dora, ça, non? C'est bon, tu peux reprendre, excuse-moi. Alors, on aurait le choix entre pas mal de films. Attendez, attends, Thomas. Oui. On n'a pas fait de clap et moi j'ai pas lancé mon enregistrement. Ah merde. Sérieux? Ouais. Ça, je t'arrête vite. Heureusement que j'ai demandé 3 fois si vous aviez lancé l'enregistrement. Ah bah, j'ai pas dû entendre, alors j'ai dû avoir un bug parce que j'ai pas entendu. Alors, ouais. Eh ben, allez, lance-le, je t'en prie. Je suis désolé. Un peu chelou parce que de base, enfin là c'est bon. C'est fait. Avec moi, le Vin Diesel de l'émission. Celui qui rate parfois de lancer l'enregistrement, mais qui se rattrape très vite après, parce que c'est un super-héros de film. Thierry, salut Thierry. Je s'appelle Thierry. C'est con, on avait toute une déconnade sur Je s'appelle Groot, tout ça. Bon, cela dit, on a l'enregistrement Craig, donc c'est pas complètement perdu. Ouais, non, il y a même un super truc où t'as dit que je ressemblais à Vin Diesel et tout. Voilà. De films d'auteur. J'étais heureux, puis après on m'a rappelé que on n'avait pas tout à fait la même carrure non plus. Ah, t'as vu comment on était parti d'une intro joyeuse et là ça y est, on va rentrer dans le mélodrame. C'est le mélodrame. Non, parce que tu vois, moi des fois je me regarde dans le miroir et je me dis si seulement je maîtrisais Photoshop, je pourrais faire croire que je ressemble à Vin, tu vois. Vin, il adorerait boire de la Corona avec moi si seulement je rentrais dans son petit 28. Mais en fait, tu es Vin Diesel après le tournage de Fast and Furious quand il s'est envoyé 5 caisses de Corona. Quand les assistants post-prod se perdent manger. En fait, c'est toi la doublure pré-prod de Vin Diesel. C'est ça. Mais en fait, je suis la doublure abdo, mais tu sais, de très très près, on me demande juste de me mettre en boule. Et voilà. Je s'appelle Thierry.